Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur RP Média dans l'émission à l'école. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la dernière partie de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Cette partie concerne notamment la dernière annexe, l'annexe qui est basée sur les questions de développement économique, social qui sont à réaliser dans les régions du nord du Mali. Ces activités sont déterminées à court et à moyen terme pour pouvoir répondre aux besoins de développement des régions du Nord. Donc ce soir, pour en parler, je serai avec M. André Bourgeot, Yamoudou Keïta et Elijah Debla. Malheureusement, Maître Sidibé ne sera pas là aujourd'hui pour vous donner la touche juridique à cette émission. Il a eu quelques empêchements. Donc ce soir, on va parler de cette annexe qui est très important dans la compréhension même des besoins exprimés par les groupes signataires de l'accord, notamment les deux groupes protagonistes qui font face à l'État malien. Il s'agit bien de la CEMA, la plateforme. On ne va pas oublier de le dire. Aujourd'hui, on parle de l'accord d'Alger. On parle des acteurs qui œuvrent dedans. On parle des acteurs aussi à qui on a donné des rôles et des responsabilités. Oui, ces acteurs sont tellement nombreux et du coup, ça complexifie certaines parties ou l'application même de l'accord à un certain niveau. Et ce soir, notre analyse va porter sur cet aspect-là, qui est un aspect beaucoup plus générique quand on parle du Mali dans sa globalité, parce que il faut pas oublier au Mali aujourd'hui, il n'y a pas que les régions du Nord qui sont touchées par des problèmes économiques ou par des problèmes d'ordre social ou culturel, mais c'est l'ensemble du Mali qui est concerné. Mais dans ce document, quand même, on a fait une exclusivité pour les régions du Nord, en partant par la mise en place de certaines activités. Donc, sans plus tarder, je m'avais accueillir plutôt mes invités, à commencer par Monsieur Bourgeot. Bonsoir, Monsieur Bourgeot. Oui, bonsoir, Bouka, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, merci. Ça va bien. Vous avez passé un bon week-end? Ouais, ça a été très studieux. La semaine, ça commence bien? Ouais, ça commence bien puisqu'il y a l'émission d'RP Média sur sur l'accord pour la paix, donc ça commence bien. On a beaucoup de choses à dire, non, encore? D'accord. Donc, la forme, ça se sent sur votre visage. Je pense que cette dernière partie, ça va être la meilleure partie, sans autant oublier toutes les bonnes analyses que vous avez faites. Merci. Ok. Donc, bonsoir Yamoudou. Bonsoir Bouka. Bonsoir professeur. Bonsoir Yamoudou, vous allez bien? Oui, ça va et vous-même? Maintenant, on m'a dit que vous parliez morvandio, c'est vrai? Ouais, je suis en train d'apprendre en fait. Parce que je vais être un héritier de mon professeur, donc il faut que j'apprenne cette langue. D'accord. Morvandio, c'est parler français sans parler français? Morvandio, c'est tout ce qu'il y a de plus français. Hein. Ah ouais, d'accord. En tout cas, on va tous, comme je disais l'autre, vivre le projet Morvan. Il faut qu'on essaie de mettre ce projet sur la table pour que la communauté internationale puisse en prendre acte. Non, mais je sais que si RP Média s'y mêle, on y arrivera. Mais je ne comprends pas pourquoi tous les Maliens ne parlent pas morvandio. Je ne comprends pas pourquoi. Ok. Bon, du coup, on va accueillir une personne quand même qui a évoqué cette notion d'indépendance des territoires. Donc, jusqu'à ce qu'il a ajouté le nom Bla à son nom, il s'appelle Elijah Debla. Donc, l'enfant de Bla. Bonsoir. Bonsoir Bouka, bonsoir André Bourgeot, bonsoir Yamoudou et aux spectateurs. Bonsoir Elijah. Bonsoir. Ok. Ça va Elijah? Ça va. Et vous? On m'a dit que vous avez fait une thèse en morvandio, c'est vrai Elijah? Je voulais pas en parler, mais oui. Mais, félicitations. Hein. Voilà, et on va essayer de partager ces connaissances-là avec tout le monde. Très bien. D'accord. Merci, bienvenue. Je suis preneur. Merci. Ouais. Merci. Je suis preneur. Elijah, d'office, je me fais engager comme stagiaire à tes côtés. J'attends que tu passes par la caisse d'abord.
Ok. Donc, merci à vous tous d'avoir répondu à notre appel pour porter vos analyses à notre document, le document qui s'appelle l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Donc, nous nous attaquons aujourd'hui à la dernière partie et qui est l'annexe 3 basée sur les activités, basée sur les mesures qui sont orientées pour la réalisation des actions et projets de développement économique, social et culturel dans les régions du Nord. Donc, en lisant cette partie, bon, je vous avise aujourd'hui, on ne va pas faire la lecture de cette partie, c'est assez long pour ne pas consommer beaucoup de temps dans le temps qui nous est alloué. Donc, on a pris la décision de ne pas vous faire la lecture. Mais quand même, je vais faire un petit exercice de résumé si j'y arrive et qui sera complété par les analyses des 3 personnes. Cet annexe est intitulé notamment « Actions et projets de développement économique, social et culturel à réaliser dans les régions du Nord », dans les régions du Nord, du Mali à court et à moyen terme. Donc, ces actions et projets sont orientés vers 3 axes principaux. Le premier axe, c'est l'éducation et la formation. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle les questions d'hydraulique. Voilà. Et le troisième, c'est notamment la relance des activités de l'économie locale des régions du Nord. Hein. Bon, quand on regarde aujourd'hui, et dans cette partie, il y a beaucoup il y a beaucoup de déclarations de bonne intention vers les régions du Nord et qui concernent notamment la réactivation ou encore la récréation des activités économiques dans ces zones-là. Donc, ce qui équivaut à un certain moment ce qui équivaut à un certain moment à l'idée que les régions du Nord aujourd'hui sont les seules régions qui ne sont pas développées, qui n'ont pas d'activité économique, qui à un moment donné peinent à valoriser l'espace culturel. Donc c'est ce qui est dénoté dans le document aussi, on lit de long à large. En plus, la première impression de ce document, déjà le document, la partie, l'annexe 3, fait référence à des titres dans l'accord, mais qui, à un moment donné, si on remonte dans l'accord, après, ça n'a rien à voir avec les titres cités dans cette partie. Bon, peut-être je me suis dit que cet annexe, quand même, a été rédigé dans la précipitation, ce qui fait que même le référencement à l'intérieur même du document est très mal fait. Donc, on a ce premier problème dans cette partie-là. Donc, comme ça a été dit, les parties annexes, quand même, c'est vraiment une grande partie, c'est vraiment les déclarations ou les besoins exprimés par les groupes armés, notamment la CEMA. C'est les besoins, une forme d'expression de besoin de la CEMA vers le gouvernement du Mali et les partenaires qui accompagnent le gouvernement dans la mise en place de cet accord. Voilà. Voilà un peu le petit résumé de cet annexe-là. Donc, je m'avais quand même vous poser quelques questions par rapport à cette partie en fonction de la réalité du terrain aujourd'hui. Monsieur Bourgeot, la première question, je vais m'adresser à vous. Quand on regarde la situation du Mali aujourd'hui, la situation économique de façon globale, et en même temps, comment dirais-je, dans cette partie de l'annexe, on essaie quand même de donner une exclusivité du problème malien de façon globale et au profit des régions du Nord. Est-ce que finalement, quand on regarde ces éléments-là, est-ce que finalement on peut se dire que c'est seulement des déclarations de bonne intention ou finalement il y a des bonnes volontés derrière pour appliquer ou pour mettre en place toutes les mesures qui sont citées dans l'annexe 3? Bon, moi je dois vous dire que je suis particulièrement perturbé par rapport à ce contenu de l'accord pour la paix, parce que ça concerne exclusivement, je dis bien exclusivement depuis le début, la région-État de l'Azawad. Donc, c'est pas simplement que les régions du Nord, sauf si on est d'accord sur la conception de l'Azawad telle que ça a été développé par la coordination des mouvements de l'Azawad qui englobe l'ensemble du septentrion malien, ce qui n'est pas admissible. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que quand même, il est fait référence, je me souviens plus dans quel titre et dans quel article, que le contenu de cet accord concerne l'ensemble du territoire malien.
Or, Ouais. jusqu'à présent, depuis le début jusqu'à maintenant, à l'annexe numéro 3, ça concerne exclusivement le point de vue, je dis bien les points de vue et les revendications de la coordination des mouvements de l'Azawad, le groupe armé ex-indépendantiste. Alors, ça pose quand même problème. Moi, maintenant, je vais vous poser une question parce qu'il se peut que je sois très mal informé. Mais encore une fois, tout ce qui est écrit dans cet accord-là, c'est pour l'Azawad. Donc, est-ce qu'il y a un document qui fait référence à la mise en place de régions-États sur l'ensemble du territoire malien? Si ce document existe, ça veut dire que la conception renvoie à la création de plusieurs régions-États. Oui. À ma connaissance, ce document ne fait en aucun cas une référence concrète à des régions-États qui auraient donné leur accord pour une appellation. Donc ça, c'est quand même un problème énorme. Donc on voit bien qu'il y a un processus qui irait dans le sens de l'application d'une réorganisation du politique qui ferait en sorte que l'État unitaire, que l'État-nation malien disparaisse en tant que tel au profit d'un système fédéral et que dans ce système fédéral, il y aurait un État fédéral qui serait l'Azawad. Quid des autres territoires fédéraux? Nulle part c'est mentionné. On ne sait pas du tout quel est ce découpage territorial. Donc, on ne peut pas se prononcer comme ça sur le devenir. Je dis bien, c'est quand même le devenir de l'ensemble de la communauté malienne, donc communauté de destin qui n'est pas du tout abordée. On ne traite que exclusivement du problème de l'Azawad et des revendications qui sont acceptées. C'est ça qui me paraît grave. Les revendications exprimées d'une manière très claire, avec une déformation, une instrumentalisation politique de l'histoire du septentrion malien, bon, c'est profondément honteux. Donc, est-ce que vous avez des informations qui nous donneraient le nouveau découpage territorial issu de ce contenu des accords pour la paix, parce qu'encore une fois, il est fait référence que ça concerne l'ensemble du territoire malien. Or, moi, je n'ai aucune information sur l'existence et la nomination de ces États-régions. C'est quand même un problème énorme. Ça veut dire que, en définitive, effectivement, on est en droit d'imaginer que ça engendrerait un processus de partition, que ça engendrerait un processus de partition. Et dans ce processus de partition, il y aurait la création, je dis bien la création d'un État de l'Azawad, et le reste, bon, un territoire global ou pas global, on n'en sait rien du tout. C'est quand même extrêmement grave. Le pouvoir politique est complètement démissionnaire. La communauté internationale aussi. J'ai pas entendu ni la communauté internationale ni le médiateur algérien dire voilà ce que l'on propose comme transformation du politique et comme nouvelle organisation du politique sur l'ensemble du territoire malien. Aucune information là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Sauf si vous avez des informations, une carte qui découpe d'une manière territoriale ces régions-États et la nomination de ces régions-États. Est-ce que vous avez des informations? Je m'adresse à vous, mes collègues. Moi, je veux juste dire que. Est-ce que vous avez des informations précises là-dessus? Il y a une intention qui se dégage en tout cas. C'est-à-dire que petit à petit, on est en train, je l'avais dit déjà en 2013-2014, c'est consultable sur les articles que j'ai écrits sur RP Media, sur le site. Et je disais à l'époque qu'on est en train de tout faire pour qu'un jour on nous mette devant le fait accompli, qu'on se dise des enfants sont nés, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans que nous sommes dans ce schéma qui ne plaît pas aux Maliens et que voilà, aujourd'hui on nous met devant le fait accompli que voilà, des enfants sont nés, des mariages ont été faits, une réalité, parce qu'on est en train de créer une réalité mémorielle collée à ce qu'on appelle l'Azawad. Et donc, comme il n'existait pas, on est en train de le créer ex nihilo, comme le disent les économistes, on est en train de le créer à partir de rien. Et donc, il y a une intention globale qui se dégage aujourd'hui sur l'abandon de ces régions-là au profit de ceux qui ont pris les armes. Et donc, moi, je vous suis, André Bourgeot, vous dites, je pense que vous faites de l'ironie quand vous dites que est-ce qu'on aurait des informations sur un découpage territorial qui voudrait une zone appelée État-nation Azawad et le reste une globalité auquel on s'en fout du nom qu'on peut lui donner, on s'en fout qu'il soit sexy ou pas, qu'il soit viable ou pas. En tout cas, aujourd'hui, tous les efforts de nos politiques concourent à ce que ceux qui ont pris les armes obtiennent ce qu'ils ont demandé. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec vous.
Ok. Je ne sais pas si Yamoudou a quelque chose à rajouter ou répondre à la question de M. Bourgeot. Oui, oui, au fait, ce que je vais rajouter, l'aspect qu'Elijah a dit, je salue tout le monde d'abord, bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos téléspectateurs, et juste les rappeler que Agnès Bourou inversé, ça y est, ma donne photo au Canada, après, à Nyafobamana. Alors, c'est que l'aspect que Elijah a dit est une réalité, voilà, mais il y a l'autre aspect aussi, c'est qu'il y a, comment on appelle, un projet de découpage territorial qui crée des régions, qui a été élaboré par le gouvernement. Je pense que cet accord, ils ont essayé de l'édulcorer dans des projets d'ensemble pour le Mali. Mais même dans cet ensemble, l'Azawad tire son épingle du jeu, dans la mesure où tout est fait à leur faveur. Et ce projet, comment on appelle, qui est même quelque part inscrit dans l'accord, le décret a été pris par le gouvernement et ils ont créé des régions. Voilà, ils ont créé beaucoup de régions. Maintenant, je pense que dans le cadre de cette régionalisation, qu'ils considèrent comme, comment on appelle, la suite de notre processus de décentralisation, parce que d'après eux, ça devait commencer par la communalisation et puis la régionalisation. Mais leur régionalisation, aujourd'hui, ça rime beaucoup plus avec l'application de l'accord, tout comme le début, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début de l'histoire aussi, c'était un peu cette rébellion qui avait donné naissance à la politique de décentralisation du Mali comme réponse apportée, voilà, et à cette rébellion cyclique qui n'arrête pas de secouer le septentrion malien. Voilà, donc maintenant, cette régionalisation, vu comment c'est fait, quand vous rentrez dans les détails, vous comprendrez que c'est exactement dans l'esprit de l'accord ce qui est demandé. Car ça va faire d'une minorité sociologique et ethnique une majorité électorale. Voilà. Donc, ils vont avoir beaucoup d'élus, voilà, au niveau de ces régions pour pouvoir exercer leurs devoirs ou leurs droits politiques sur l'ensemble du Nord, déjà, parce que sachant bien que la question de l'Azawad ne fait pas l'unanimité, voilà, parce que la majorité des populations du Nord sont opposées à ce projet déjà. Mais quand même, en donnant à la CEMA, notamment, cette possibilité d'avoir cette majorité démocratique électorale, ça peut être un tremplin pour eux de réaliser leur dessein qui n'est autre que la création de l'Azawad. Donc, du coup, le dernier terme comment on appelle, mais les deux derniers termes, même, je veux dire, de l'annexe 3 à court, à moyen et long terme, je pense que ça peut s'inscrire un peu dans cet intervalle. Voilà, donc oui, il y a, comment on appelle, cette particularité, mais aussi, oui, ils l'ont édulcoré dans un projet d'ensemble qui va toucher tout le Mali, donc qui fera même que l'accord sera imposé de facto à tout le monde. Ok. Oui, M. Bourgeot. Oui, mais donc, je rebondis sur ce que vient de dire Yamoudou. Si ce projet de découpage territorial existe, il a dû être pensé, il a dû être conceptualisé. Donc, je ne comprends pas pourquoi il ne figure pas dans une des annexes. S'il figurait dans une des annexes, il confirmerait effectivement que cette nouvelle conception de l'organisation du politique serait valable sur l'ensemble du territoire. Là, vous m'apprenez qu'il existe ce projet de découpage. Apparemment, c'est un projet quand même qui est très clandestin. Et s'il est très clandestin, ça a aussi une signification politique. Ça me dérange énormément. Ça me dérange d'autant plus que la communauté internationale, le médiateur, les pouvoirs politiques et militaires maliens sont au courant de ce projet-là. Pourquoi il n'est pas diffusé? Pourquoi il ne fait pas l'objet de discussion? Pourquoi il ne fait pas l'objet de diffusion et qui servirait effectivement de document de réflexion sur la réorganisation structurelle de l'organisation du politique et qui soulignerait la disparition de l'État unitaire? Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement malhonnête derrière tout ça. Apprendre maintenant qu'il existe un projet de découpage, s'il existe ce projet-là, il a été pensé. Moi, j'aimerais savoir le nombre de régions. En fait, on est passé de 8 à 19 régions. Plus le district de Bamako. De 8 à 19 régions, ça veut dire qu'une commune devient région. Oui, effectivement. Oui, enfin, c'est pas sérieux. Elijah, ton micro est coupé.
Et juste pour dire au professeur que, au fait, le projet, il est post-scriptum, c'est-à-dire il a été rédigé après l'accord. Mais il prend en compte les exigences de l'accord. Ça, il s'est fait pour répondre à l'esprit même de l'accord. C'est ça. Donc, c'est pas un projet on a besoin de ce document pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui. Personne n'en parle. Donc, Elijah, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste dire qu'à Bamako, par exemple, au lieu de 6 communes, on en aura 10. Voilà, et plusieurs régions. Maintenant, ces régions-là ne répondent pas aux critères démographiques. D'ailleurs, ces régions-là, là où on veut les créer, on a les densités de la population les plus faibles au Mali. D'accord. Ça veut dire que très clairement, on n'a aucune raison de transformer ces endroits-là en région. Un, parce qu'on n'a pas les moyens de les doter en moyens financiers. Et démographiquement, il n'y a personne en fait. Tout le monde vous dira que dans ces endroits, vous pouvez faire 300 km sans rencontrer un être humain, une chèvre ou un arbre. Voilà. Okay. Donc, c'est un peu ça la réalité. Yamoudou, et quand même, au fait, mi-parti, moi, j'aimerais bien quand même qu'on essaie de développer en Bambara. C'est très important à comprendre parce que la question, elle est pertinente. Au fait, monsieur Bourget, Ningalike, Koyala Ko Bibina, est-ce que Gafebe, Mimira Rafoko, Mali région Kéréra Kaba? Là, où région Kéréra, c'est parce que les documents qu'on a là, à Folundo, ko régionalisation mina kɛ bon région ninnu filɛ i t'a sɔrɔ fanga fɛn fɛn bɛ d'u ma a bɛ n'a fɔ jamana kuturu ka fanga bɛ d'u ma le fait que président de l'Assemblée régionale o bɛ sigi a n'a ka conseiller ainsi de suite fanga fɛn fɛn bɛ jamana ɲɛmɔgɔ bolo o bɛ di o président ma donc ce qui veut dire que état bɛna kɛ état kɔnɔ ale ka ɲininkali b'a yira k'a fɔ ko est-ce que bibi na u ye baara ko kan wa donc an ye élément dɔ di n'a sɔrɔ i bɛ se ka explication di bamanankan na pour que mun fɛn bamanankan olu ka faamu dɔɔni. C'est ça. Buka iniche kuma dililama. Donc k'a fɔ an filɛbagaw ye an ka karamɔgɔba n'o ye André Bourgeois ye a ye ɲininkali min kɛ sabula a ko k'a ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ ka kuma yɔrɔ min kan bi n'o ye farankan yɔrɔ minnu farala accord kan k'a sɔrɔ kuma ma k'a kan bɛnkan ma k'a kan k'a jagoya Mali jamana kan ko k'a lawaleya n'o ye o sigibolo sabanan ye annexe 3 a yira k'a fɔ n'i y'o kalan i b'a faamuya k'a fɔ o kɛlen bɛ ka sigiboloda dilan a fɔ ma région mais sigiboloda min ni jamana de fɛnɛ don o b'a fɔ région état donc a ko maintenant région état tɔgɔ Azawad a ko fɛn min b'ale degun o ye k'a fɔ gafe in yɛrɛ taabolo bɛɛ a kɔnɔko bɛɛ a nafa bɛɛ a talen bɛ k'a ɲɛsin o yɔrɔ ninnu dɔrɔn de ma n'o bɛ Mali kɔrɔyan fan fɛ n'o ye Azawad ye ni o ye Bamanciw ye yɔrɔ min tɔgɔ da k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka k'u ka jamana ye a ko o kuma ale bɛ ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ ni yɔrɔ wɛrɛw bɛ Mali kɔnɔ min fana bɛ tali kɛ o cogoya kan minnu jatelen bɛ o cogoya la nafa minnu ɲɛɲini bɛ ka ɲɛsin ni yɔrɔ nin ma n'o ɲɛsinnen bɛ o yɔrɔ ninnu fana ma walima ni yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ degun kɔnɔ mais ni tali kelen tɛ olu kan ka d'a kan nin yɔrɔ in ale ka jate kɔnɔna bolofa bɛ u ka dɛmɛ kan kosɛbɛ nin gafe in kɔnɔna sabula fɛn bɛ ɲɛsinnen b'u ma donc o ɲininkali hukumu kɔnɔna la an balimakɛ Elija ale donna k'a ɲɛfɔ k'a fɔ n'i y'a jate minɛ fɔlɔ an b'a dɔn k'a fɔ gafe in labɛnna olu de kama a labɛnna kɔrɔnfɛla de kama donc je pense que sigana t'o la bɛɛ b'o kalama maintenant olu sababuya la peut-être tɔw bɛ se ka b'u nu ma nka a labɛnna olu de kama donc k'a fɔ hakilina in o de tilennen don sabula ko bɛ kɛ a bɛ kɛ ka da o de kan maintenant an y'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw u ye sariya dɔ ta u ye décret dɔ ta min b'a yira k'a fɔ accord kɔnɔ ko dɔ bɛnkan sɛbɛn ni malidenw ka bɛnkan tɛ bien sûr mais ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ y'i bolonɔ bila a la malidenw tɔgɔ la ka sɔrɔ u t'a kalama u ma ɲininka k'an ka sariya sunba sɔsɔ donc u ye tali ko kan ka sariyakisɛ dɔw ta min bɛ sigiboloda wɛrɛw dilan an ka jamana kɔnɔ ka fara minnu tun bɛ yen ka kɔrɔ donc région minnu tun bɛ yen Kayi Kulikoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao Tawdeni donc Kidal u ye sigibolo wɛrɛw région wɛrɛw dilan ka fara olu kan u b'a fɔ min ma ko loi de découpage territorial donc a projet de loi je pense qu'il a tɛmɛra yɛrɛ
u y'a application yɛrɛ daminɛ maintenant an y'a yira k'a fɔ o sababu ye ka se ka accord nin kɔnɔ ko ka kisɛ don a la k'a lawaleya a ka wajibiya maliden bɛɛ kan maintenant o lawaleyatɔ la an balima burudamɛw ani arabu minnu ye marifa ta jamana kama olu b'u sago sɔrɔ a kɔnɔ sabula ko kɛlen bɛ cogo la cogoya min na u bɛ se ka fanga sɔrɔ kalafili sira fɛ sabula olu yɛrɛ u tɛ mɔgɔ hakɛ min bɔ n'i y'u jate sigi bolo kunda sigida yɛrɛ kɔnɔna la jamanaden hakɛ min bɛ n'i y'u jate u tɛ mɔgɔ hakɛ min bɔ régionalisation in kɛlen ka sigida yɛlɛma k'a bonya ka bɔ togoda fitinin na ka kɛ togoda belebele ye o bɛ fanga de d'u ma u tɛ mɔgɔ hakɛ min bɔ a b'o mɔgɔ hakɛ de d'u ma o tuma kalafili sira fɛ o bɛ kɛ sababu ye u bɛ lasigidenw caman sɔrɔ u bɛ wasadenw caman sɔrɔ u bɛ wasadenw kankɔrɔsigi caman sɔrɔ wa an ka lasigiden minnu fana bɛ taa bulon wɛrɛw kɔnɔ min ye sigida ka bulonw ye n'a bɛ fɔ conseil de région ani conseil de cercle o fana na u bɛ lasigidenw caman sɔrɔ an dun b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana mara taabolo kan n'o ye jamanadenw ka fanga ye n'i ka lasigiden cayara ko bɛɛ bɛ kɛ ni an bɛ fara ɲɔgɔn na ni bolokɔrɔta de ye ni mɔgɔ min ka jama cayara a bɛ fɔ ko sariya y'o tigi de ta ye tiɲɛ b'o tigi de bolo donc o tigi de bɛ se ka a ka sariya dingɔnna sariya a bɛ se k'o di a ka boli tɔw kan donc n'an taara o sira fɛ an bɛ se k'an sigi a kan k'a fɔ a mɛnna a janyana u b'u sago sɔrɔ sabula n'u cayara an ka lasigisow kɔnɔ lasigibulonw kɔnɔ wasabulonw kɔnɔ n'u cayara yen nɔ u sago ye min ye u b'a sɔrɔ ka taa n t'a dɔn b'a fɔ cogo min na bolokɔrɔta yɛrɛ sira fɛ ka taa jamanadenw ka fanga yɛrɛ bolili o sigisenw sira fɛ a bɛ fɔ ma principe démocratique donc o la u tɛna u mago tɛ bilen ka marifa ta u jama man ca mais u ka lasigiden ka ca donc ni bolowuliw sera n'u sera dɔrɔn ka mɔgɔ damadɔ sɔrɔ ka fara u yɛrɛ kan kuma dɔw yɛrɛ la u mago tɛ jɔ o bɛɛ la u bɛ laɲini min ɲinina u bɛ se k'a sɔrɔ donc kɔfɛ an ka karamɔgɔkɛ ko n'a sɔrɔ o sariya in bɛ yen ko sariya in ko a dogolen don sabula ale bolo sariya in tun kan ka sɛbɛn gafe in yɔrɔ min n'an bɛ ka kalan k'a kan bi a kun kan ka sɛbɛn o kɔnɔ voilà maintenant an y'a yira la k'a fɔ sariya in taara gafe kɔfɛ gafe sɛbɛnna de bɛnkan kɛra kan komi Mali faamaw yɛrɛ taabolo kɛra ka nin gafe in k'a lawaleya Mali kan donc bi u bɔra ka nin sariya in ta walasa o hakilina min bɛ accord kɔnɔ ka se k'o lawaleya voilà donc an ye bakuruba la o kuma ninnu de ɲɛfɔ tubabukan na. Ok. Ale bɔra k'a fɔ an ye ko région 22 u ye loi projet de loi de découpage min kɛ a ko région 22 ye. D'accord. Ok, bon, peut-être on va... Oui. Je n'ai pas très bien compris ce qu'a dit Yamoudou, mais j'ai une autre question, même si je n'ai pas compris ce qu'il a dit. En fait, il a repris tout ce qu'il a dit en français, en bambara. Voilà. Je viens de lire là 22 régions au total. Alors ma question est la suivante. Vous m'avez répondu qu'il existait un projet de découpage territorial. Sur les 22 régions, est-ce qu'au sein du CNT, chaque région est représentée? Non. Non. Est-ce que selon vous, il n'y aurait pas une très grande contradiction? Non. Entre le nombre de régions et l'absence de représentants des régions au sein du CNT? Non. Parce que personne ne sait le nombre de membres du CNT. Du CNT, justement. Ah bon? Oui, non seulement on ne sait pas il y a combien de membres au CNT et on ne sait pas, selon eux, si on se base sur la composition sociale du CNT à travers les organisations qui représentent les Maliens, ce n'est pas clair parce qu'il y a des gens qui sont des militaires à qui on leur a enlevé leur titre de militaire pour qu'ils passent incognito. Par exemple, le colonel André Bourgeot, on ne va plus dire colonel André Bourgeot, on va dire André Bourgeot. Non, on ne sait pas ce qu'il a fait. Pendant la guerre d'Algérie, j'étais 2e classe. Voilà, par exemple. C'est ça, en fait. En fait, le CNT se préoccupe moins d'une représentativité, de la qualité de représenter les Maliens où qu'ils soient. Le CNT, le casting a été fait à Bamako. C'est-à-dire qu'en général, si vous prenez tous les gens qui sont dans le CNT, il y a des chances que soit des gens habitent Bamako ou sont propriétaires à Bamako.
Ceci dit, ils peuvent être originaires de Kenyeba, de Bla, etc. Mais ce sont des gens qui ont goûté au parfum Niaré de Bamako. Pourquoi parfum Niaré? Bon, ça m'est venu comme ça. Toute ressemblance avec quelqu'un qu'on connaît n'est que pure coïncidence. Ok. Bon, moi, c'est encore beaucoup plus grave que je ne le pensais. Hein. Non, c'est la suite du pire, c'est le néant. Et nous, au Mali, nous sommes après le néant. Ouais. Merci, Elijah. Non, mais c'est sur le principe, au fait, le CNT, d'après, comment on appelle, l'accord conclu avec le M5 au départ, hein, on leur avait proposé de prendre 121 personnes comme membres du CNT. Voilà, donc numériquement, je pense que c'est un numerus clausus qui est respecté, on va dire. Mais dans le fonctionnement du CNT, il y a beaucoup de questions à se poser quand même. Voilà. Effectivement, parce qu'en plus de cela, il y a eu des membres démissionnaires. Bon, après, on ne sait pas s'ils ont été remplacés ou pas. Voilà. Donc, du coup, je pense que M. Bourgeot, votre question a été répondue. J'ai essayé tout à l'heure d'afficher la nouvelle carte du Mali avec les 19 régions qui apparaissent là-dessus. Bon, je vais le faire comme ça va vous soulager comme réponse. Voilà. Donc, si vous voulez, hein, ce travail a été commencé depuis le temps d'Amadou Toumani Touré, parce que c'est lui qui avait pensé à mettre en place les 19 régions. Donc, à l'époque, à son temps, il n'y avait que 2 régions qui ont été rajoutées aux 8 régions, ce qui faisait 10 régions. Je crois qu'il s'agit de la région de Ménaka et de Taoudani, mais qui n'était pas opérationnelle. Bon, en plus de cela, dans la nouvelle loi qui a été adoptée par IBK en 2017, on a essayé d'opérationnaliser ces régions. Bon, malheureusement, avec le contexte du pays, on n'a pas pu quand même mettre en place ou opérationnaliser ces régions-là. À l'arrivée des militaires en novembre dernier, les militaires aussi ont fait ce petit par coup d'État. Les militaires pourrait penser qu'ils sont arrivés par les urnes, il faut préciser. Effectivement. Les militaires, quand même, ont fait ce travail. Donc, ils avaient cette intention de finaliser ce travail de régionalisation, quand même, en d'abord identifiant toutes les régions désignées par la loi qui a été votée au temps d'IBK. Et en même temps, ils ont commencé à mettre en place des processus d'opérationnalisation de ces régions, en nommant les gouverneurs dans chaque région. Ça s'est fait en novembre. En novembre, je crois que c'est le 25 novembre 2020. Donc, ils ont fait ça. Leur premier acte majeur, c'était d'abord la régionalisation, la nomination des gouverneurs dans toutes les régions. Et en même temps, il y a aussi la nomination des présidents de l'Assemblée régionale qui a été faite. Donc ça, quand même, je ne sais pas si c'est toujours actif ou pas, mais quand même, ça a été fait dans le temps. Donc là, voilà la nouvelle carte du Mali qui existe aujourd'hui. Voilà, on voit les 19 régions apparaître. Hein. Donc ça, c'est la nouvelle carte qui existe. Je ne sais pas si on voit très bien à votre niveau. Si, on voit. Voilà. À part ceux qui sont sur des téléphones, mais sur des PC, voilà. On voit. Justement. Déjà. Bouka, voilà. S'il vous plaît, vous pourriez me l'envoyer, ce projet de redécoupage, là, que j'essaie de l'analyser? Ok, ça marche. Juste une petite explication. Hein. Les régions qui sont en couleur orange, c'est des anciennes régions qui existaient déjà. Les 9 régions plus le district de Bamako. Tout ce qui est en bleu, c'est les 9 nouvelles régions rajoutées aux régions existantes. Je peux les citer. Il y a la région de Kita, il y a la région de Nyoro, la région de Nara, la région de Djoila, la région de Bougouni, la région de Kouchala, la région de San, la région de Badjangara et la région de Douanzan. Voilà un peu les nouvelles régions qui ont été rajoutées à la carte. Donc, la carte, après, je vais vous envoyer, M. Bourgeot. Voilà. Donc, quand même, le découpage... Oui. Ces régions-là n'ont aucune appellation. C'est simplement que des termes géographiques. C'est des termes géographiques pour l'instant. Mais quand même, les régions qui ont l'appellation Azawad restent sous la dénomination Azawad. Donc ça, c'est un fait déjà. Bon, après, je ne sais pas si les régions qui font partie des Sigasso, si on peut quand même faire un découpage global pour les regrouper dans un même lot. Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est ce qui est fait aujourd'hui au Mali sur l'esprit de l'accord d'Alger. Parce que quand même, l'accord d'Alger a précipité les choses.
les militaires quand même ont beaucoup travaillé. Ce que Ibeka n'a pas pu faire sur 7 ans, ils l'ont fait en quelques mois. Donc ça, c'est un fait déjà. Donc maintenant, ça m'amène à la question suivante sur la partie sur les actions de développement, les projets de développement dans les régions du Nord. Quand on regarde, il y a quand même des projets qui ont été identifiés dans ce document, des projets dans les détails. Finalement, la création la réhabilitation de certaines routes et même la création purement simple de certaines routes entre différentes régions. Alors que quand on regarde à 20 km de Bamako, on tombe dans des problématiques de routes ou d'infrastructures routières partout. Mais pourquoi tu veux sortir de Bamako? Même à Bamako, il n'y a pas de route partout. Voilà. Moi, à l'époque, j'ai habité au Bangoni, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien autour. Ok. Non, c'est pas vrai. Ni eau, ni électricité, ni route, ni viabilisation. C'est pas vrai, il y avait beaucoup de trous. Voilà. Effectivement. Et finalement, j'allais poser cette question à M. Bourgeot. Est-ce que finalement, à un moment donné, ça ne peut pas frustrer certaines personnes, des gens qui ne sont pas concernés par ce projet? Parce que quand on regarde, toutes les régions du Mali, y compris de Bamako, sont vraiment sont confrontés à des problèmes majeurs qui sont pris en compte dans ce document juste pour les régions du nord du Mali. Est-ce que finalement, on ne va pas à une gouvernance sous forme de favoritisme, un truc comme ça, qui va aboutir à la frustration de certaines personnes? Encore une fois, tout le contenu de cet accord pour la paix ne va que dans le sens pour favoriser non pas l'ensemble du septentrion malien, parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait certaines parties qui n'étaient pas du tout d'accord sur cette appellation Azawad. Je pense que les gens de Gao et les Songhai du septentrion ne sont pas d'accord là-dessus. Je crois qu'ils ont d'ailleurs publié quelque chose là-dessus en disant qu'en aucun cas ils n'accepteraient cette appellation d'Azawad, qu'ils ne se sentaient pas du tout partie prenante. Alors bien sûr que c'est un favoritisme, j'allais dire, outrancier, tellement énorme que ça ne peut que susciter, comment dire, une forme de révolte. Quand on est malien de Bamako ou de Sikasso, etc., et qu'on lit ce document-là, immédiatement on dit mais on n'est pas concerné puisque tout concerne le septentrion, y compris l'annexe 3 qui fait un inventaire de tous les développements économiques. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de la région de Kidal. Région de Kidal est impropre, je crois que c'est une mauvaise appellation de ma part, mais Kidal va être considéré comme étant un pôle économique de développement. Pareil pour Taoudeni. Quid de Gao? On ne fait pas référence à Gao, on ne fait pas référence à Bourem, on ne fait pas référence à Tombouctou et encore à d'autres villes. Là, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est complètement déroutant et qui est frustrant. Moi, je n'ai plus de saisie là-dessus, je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire parce qu'effectivement, c'est d'une confusion généralisée. La moindre des choses aurait été de diffuser, encore une fois, il y a des journaux, il y a possibilité, il y a l'ORTM, etc. Il y a eu possibilité de dire, mais il existe un découpage territorial dont voici la carte que je découvre, merci Bouka de le présenter, mais qui n'est pas concerné en définitive par le contenu de l'apport, par le contenu de l'accord. C'est ça qui me paraît grave. C'est simplement des appellations, des noms comme ça, des régions, tac, 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 mais sans contenu. Alors que pour le septentrion, il y a un contenu bien précis qui renvoie aux revendications de la coordination des mouvements d'Azawad. C'est ça qui est inquiétant. Donc, cette dimension-là privilégie, favorise un certain groupe, j'aime pas le terme ethnie, mais je vais l'utiliser quand même, une certaine ethnie qui arrive à se faire reconnaître et qui arrive à s'imposer. Par quels moyens? Par les armes. Donc, ça constitue un modèle politique pour d'autres qui disent, nous aussi, on veut être reconnus, mais pour être reconnus, il faut prendre des armes. C'est quand même extrêmement dangereux. Ok, merci. La question, en fait, donc je m'adresse à Elijah. Quand on regarde aujourd'hui le comportement du gouvernement actuel et aussi si on se base sur le contenu de ce document, comme M. Bourgeot l'a si bien dit, ce découpage territorial, ce traitement sous format de favoritisme envers ces régions, est-ce que si on se met face au gouvernement actuel par rapport à leur caprice pour tout ce qui est la déstabilisation à un certain moment donné de nos institutions par la mise en place des réformes qui ne sont pas validées par les Maliens ni par les représentants des Maliens. Bon, je ne sais pas s'il y en a toujours aujourd'hui parce que le CNT, beaucoup de Maliens ne se reconnaissent pas dedans. Est-ce que toi, finalement... tu te reconnais dedans?
Est-ce que finalement, d'abord, est-ce que finalement, le peuple malien qu'on réclame tout le temps, toute fois que les Maliens parlent, on parle du peuple. Est-ce que le peuple, finalement, a été terrassé, bon, comment dirais-je, a été terrassé quelque part ou, comment dirais-je, banni quelque part par ses actions, de par les mesures du gouvernement de la transition et en plus les réformes institutionnelles qu'on va mettre en place sans consulter ce peuple-là. Est-ce que finalement on peut parler de peuple au Mali aujourd'hui? Avant de répondre à ta question, j'aimerais quand même rappeler tout ce qui est dit dans l'annexe 3. On parle de développement local, donc on parle d'éducation, formation, santé, hydraulique, réforme de l'école locale, etc. En fait, tout ça, comme tu l'as dit, c'est de la bonne intention. Ça relève de la bonne intention. Ceci dit, tout ça constitue la variable sur laquelle on peut juger une gouvernance si elle est bonne ou pas. Et dans le cas précis des régions du Nord, ça veut dire qu'on est en train de demander, quand on parle des régions du Nord, on ne parle pas de toutes les régions, on parle de la partie qui est revendiquée par l'Azawad. C'est l'idée générale, c'est le fil conducteur de tout l'accord d'Alger, censé ramener la paix au Mali. Et donc, quand vous regardez ça, on parle de créer ex nihilo toutes ces conditions économiques, éducationnelles, formation, la prise en compte de la spécificité locale, retour de la santé, infrastructure hydraulique, etc. Ça veut dire que ça n'existe pas dans certains endroits. On voudrait que, par la force des choses, prendre une partie des impôts de tout le Mali pour créer cette chose-là là-bas. Et donc là, la première religion au Mali aujourd'hui, c'est l'injustice. Mais en fait, on en parle tous les jours, on en parle tellement que finalement, on peut s'endormir quand on est en train d'en parler parce qu'on est habitué. Finalement, s'il n'y a pas d'injustice au Mali, on peut penser qu'il y a un complot. S'il y a trop de justice au Mali, on peut penser qu'il y a un complot. Elle est où l'arnaque, en fait, quand le Mali se met sur la voie de la justice? Et donc, ta question, c'est, est-ce qu'il y a un peuple? Mais bien sûr qu'il n'y a pas de peuple parce que tu as dit que tous les Maliens ne se reconnaissent pas dans le CNT, mais est-ce que toi, tu te reconnais dans le CNT? Est-ce que tu penses être représenté au CNT? Moi, à titre personnel, je dirais non, il n'y a personne qui me représente au CNT, même pas les Maliens qui ont été envoyés de la diaspora, étant donné que je suis quelqu'un de la diaspora. Et donc, on est en train, de la même manière qu'on a décomposé Bamako, on a décomposé l'école malienne, on a décomposé l'administration malienne, on a décomposé l'armée malienne, on a décomposé le Mali avec la variable injustice. C'est cette même injustice qui a été caractérisée, en fait, qui trouve sa manifestation dans l'accord. En fait, là, on vient de parler de la fabrication de plusieurs régions, mais en fait, on fabrique des régions. Ces régions, rappelez-vous, ces régions ont été fabriquées après l'accord d'Alger. On aurait pu faire semblant, se dire oui, on a créé, on peut être gêné un peu, on a créé une zone, on veut leur donner toutes ces choses-là. On crée la région de 100, on met Bla dedans. On pourrait faire semblant, se dire voilà, à l'horizon 2035, on voudrait que dans la région de 100, il y ait ça, il y ait ça. En fait, faire un document, faire semblant, comme si on était en train de faire un rattrapage par rapport à ce que prévoit l'accord d'Alger. Mais non, on est en train de codifier l'injustice en disant à la région de 100, à la région de Sikasso, ok, on vous a créé, ok, vous existiez avant, mais vous n'aurez rien. Et en plus, quand vous prenez la région de Koutiala, il y a de la richesse qui est créée là-bas. Vous prenez la région de Sikasso, il y a de la richesse qui est créée. Non seulement vous n'aurez rien de particulier parce que vous avez tout, entre guillemets, on va prendre une partie de la richesse que vous avez créée pour aller développer cette partie des gens qui ont pris des armes. Et au-delà de ça, on va prendre une minorité électorale, on va en faire une majorité électorale. Comme l'a dit Yamoudou. La dernière chose que j'ai envie d'évoquer, il y a de l'existant déjà. Par exemple, quand vous prenez le cercle de Kenyeba, il y a de l'or à foison. Sadio m'a dit, il y a des gens en balayant, ils trouvent de l'or là-bas. Et là, même dans la région, dans les zones du village de Yamoudou, hein. Moi j'ai vécu là-bas à un moment donné. Voilà. C'est le même cas. Bon, Yamoudou a de l'or au passage, donc André Bourgeot, vous pouvez le braquer, il n'y a pas de problème. Et justement, vous prenez le cercle de Kenyeba, il y a de l'or. Historiquement, la population locale vit de l'extraction traditionnelle de l'or. De l'or, ouais. Ils n'ont aucune machine. Ils font des puits
à main nue, ils descendent, ils trouvent de l'or, ils vivent avec. Et Mhm. là, on a laissé des Chinois qui sont venus avec un visage traditionnel. Sauf qu'ils ramènent une infrastructure industrielle pour faire de l'extraction de l'or. Et ils utilisent des produits, ils empoisonnent. Ça veut dire que là-bas, il y a un fleuve. C'est le seul. Ce fleuve-là fait vivre les gens en poisson, en eau pour boire. S'ils ont envie de se baigner, c'est leur piscine. Ils ont envie de faire de la lessive, ils vont là-bas. Les Chinois sont venus, au vu et au su de tout le monde. Ils ont mis leurs machines au beau milieu du fleuve. On a fait une émission hier avec Dr Amidou Tidiane, que je salue au passage, avec Sadio Niakate, notre correspondant au Mali, et un jeune qui est issu de là-bas. En réalité, il y a 3 ministres de la transition qui sont allés en visite là-bas, qui ont fait le constat, qui ont dit que ce n'est pas possible ce qui est en train de se passer. Et il y en a qui ont demandé à leurs gardes rapprochés de rester là-bas pour empêcher que ça continue. On va prendre des mesures, sauf que les mesures n'ont pas été prises. Non seulement elles n'ont pas été prises, et les Chinois, ils ont accru leur capacité d'extraction de l'or dans le fleuve. Or, le fleuve, en fait, comme l'a dit Amidou, dans le code minier malien, on ne peut pas l'attribuer à quelqu'un. C'est un endroit, c'est un espace vital. Et donc, aujourd'hui, il est empoisonné. Si on fait le parallèle avec ce qu'on appelle les régions du Nord, en gros, on est en train de dire on va créer ex nihilo quelque chose qui n'existait pas. Et de l'autre côté, on prend quelque chose qui existe, on le dénature, on le détruit. Et donc, tu me parles d'injustice, tu me parles le peuple malien, il n'existe pas. Le seul peuple malien qui vaille la peine, c'est le peuple qui a pris les armes et qui a signé cet accord de paix-là. C'est-à-dire que d'un côté, l'État malien, donc le petit peuple-là qui constitue le représentant de l'État malien, et le petit peuple minoritaire qui vient de l'imaginaire Azawad, ce sont eux aujourd'hui qui valent la peine. Mais tout le reste, que vous soyez de Farabo qui a été abandonné aux mains des djihadistes, que vous prenez Bounti où on a bombardé 19 civils, on n'a même pas présenté les condoléances. Par contre, on allait présenter les condoléances de l'État malien à Idriss Déby. Là, je ne vais pas être d'accord avec la plupart de nos spectateurs. Idriss Déby, ok, il a envoyé des enfants tchadiens venir mourir pour le Mali, mais quand vous regardez de près ce qui est fait au Tchad, vous n'applaudirez pas ce monsieur. Et donc, injustice sur injustice, et il n'y a pas de peuple. Ok. Moi, quand même, j'ai une alerte à faire aujourd'hui vis-à-vis des Maliens, parce que aujourd'hui, quand on regarde, les actes sont plus forts que ce qui est même dit dans le document. C'est ça qu'il faut comprendre. Déjà, on est au-delà de l'accord d'Alger. On a quand même dans les pratiques, hein, je regarde dans les pratiques, je fais référence à tout ce qui a été fait par le gouvernement de transition, mais quand même, moi, personnellement, j'ai été étonné par leur capacité à répondre efficacement aux besoins exprimés dans cet accord-là. Même ils sont allés au-delà de cet accord. Quand on regarde toutes les activités gouvernementales aujourd'hui, à partir de la loi de finances qui est sortie, et le gouvernement d'orientation, et le document d'orientation des activités du gouvernement, qu'est-ce qu'on voit? Quand même, il y a des budgets qui ont été votés et pour l'application de l'accord d'Alger et pour le développement des zones des régions du Nord. Bon, quand on regarde tout ça, ça me permet de poser une question à Yamadou. Je la pose en français et en même temps en bambara. Quand on regarde tout ça, finalement, M. Bourgeot aussi, bon, s'est posé la question parce qu'il n'avait pas cette information qui consistait à la mise en place des régions ou la question de régionalisation. Mais aujourd'hui, quand on regarde le comportement du gouvernement, en fait, on élabore les choses en obscurité. Le peuple malien, on n'informe pas, et il y a des représentants aujourd'hui, donc des soi-disant représentants de ce peuple à travers la voix du CNT, qui à un moment donné n'est pas intéressé par cette question grave aujourd'hui, qui est la question de la régionalisation sur le plan territorial et sur le plan financier. Et quand on regarde tout ça, est-ce que finalement on peut dire que le combat pour lutter contre cet accord ne portera pas son fruit parce que le gouvernement a dévancé la population malienne ou des gens qui se mettent contre cet accord-là. Bon, mes questions posées, Bamanangana, comme ça là, vous aurez le temps de répondre en 2 langues. Non, gouvernement, gouvernement ka ko lajɛ an ye u bɛ mun kɛ u ka bon ni min yɛrɛ fɔlɔ no ka tɛmɛ accord kɔnɔna la parce que région création fɔra donc u ye budget voté hali o budget yɛrɛ fɛnɛ o budget ka bon
ni min fɔra accord kɔnɔna la parce que n'i y'a lajɛ budget o y'a tila fila ye budget dɔ bɛ yen o bɛ bila accord yɛrɛ lawaleyali la donc budget wɛrɛ bɛ yen o ye budget bɛ voter pour que développement mun fɔra o ka kɛ nord la est-ce que olu décision bɛɛ taara maliyɛnw ma consulter mɔgɔ si ma ɲininka n'a sɔrɔ a sɔnna ou a ma sɔn donc maintenant an m'a ye fɛnɛ gouvernement ye fɛnɛ ale accompagner nos communautés internationales fɛ parce que olu fɛnɛ tɔgɔ fɔ nos documents kɔnɔna la est-ce que an bɛ se k'a fɔ bilen ko Mali an ka wulikajɔ est-ce que nafa bɛna ye a la bilen ou soit est-ce que moment dɔ sera an ka wuli k'an jɔ an sen kan pour que u kana tɛmɛ u bɛ yɔrɔ min na sisan. Donc bugan bi fo ka ɲininkali la n b'a daminɛ bamanankan na k'a laban tubabukan na. Moi je pense que ne hakilina ye min ye accord a kan ka kɛlɛ maliyɛnw kana segin a kɛlɛli la. Mali kunu sɔsɔlen bɛ accord nin kɔnɔ. Mali bi ani Mali sini o sirilen bɛ accord nin na. Bon ko min don ko daminɛ de don an ɲɛ bɛ ɲangata min na a tɛna dan dɔrɔn ma n'an bɛ taa ɲɛ ni accord bɛ lawaleya dɔ de bɛ fara ni ɲangata ninnu kan maliyɛn fanba ka tɔɔrɔ dɔ de bɛ fara a kan Mali ka siniɲɛsigi ani maliyɛnw dakan an bɛ se k'a fɔ a bɛ don galama la de ka taa fɛ donc an ka jɔnya sɛbɛn de don k'an kɛ jɔnya an fa dugukolo kan. Voilà, de passage, mais Mamna Koulibaly fo. On t'a dit Fadel El Wali et Mourobe. On se voit Elisa de l'eau. Voilà, c'est ça. Alors, donc, qu'à Fodro, ni Mali rete, ne ma jamana chie, jamana mi, wale amimbi la segi jonya la. Oka temena ubalma damadowe, awre munu balo, ayuta. K'u fɛrɛ bɔ k'u kɛ fɛn bɛɛ ye hali ni kɛlɛw kɛra ko kɛr'u la minnu man ka kɛ jamanadenw k'u sigi k'o lajɛ an n'a fagali jugu an n'a dugu ci ka da fanga yɛrɛ ka janfa kan o bɛɛ de b'a to maliyɛnw man kan tɛ k'u sigi donc kɛlɛ in buga ne bolo a kunbɛn an kana jɔ bi a ka gɛlɛn janfa fanga ka bon sabula mansa wɛrɛ donna Mali ye janfa la ka da kun caman kan an tɛna se k'an da don a bɛɛ la bi mais au fur et à mesure ni kalanso bɛ dayɛlɛ an bɛ se k'an da don la k'a ɲɛfɔ malidenw ka se k'a faamu donc an ka kɛlɛ bila parce que ne bolo jamanajɔ tɔgɔ ta ka di ni jamana ci ye bon Mali bɛna ci anw de tile la o malo o guloki n'o kulusi n'o fugulan bɛ don an kun na maintenant walasa an kana sɔn malo in ma hali n'a kɛra mɔgɔ damadɔni ye en tout cas Erdogan Mali an y'a fɔ an t'a kɛlɛ bila n'an dɛsɛra yɔrɔ min na fɛnɛ a bɛ lakali an k'an seko bɛɛ kɛ an kana jɔnya kɛ an kɔ tiɲɛ ye o ma k'anw na an kana o kɛ an kɔ la maintenant o yɛrɛ k'i bɔ a la fɛnɛ ni accord ni lawaleyara lafiya tɛ maliyɛn ma bilen aw yɛrɛ y'a nacogo ye ni janfa min ye n'a lawaleyara ko min bɛ d'an kan a yɛrɛ fanga bɛ ka min d'an kan accord nin kama diɲɛ mɔgɔw tɛ ka kuma et puis accord yɛrɛ nafa tɛ maliyɛnw kan a bɛ misali ta Kidal kan u bɛ ka aéroport jɔ Kidal population mɔgɔ joli bɛ se ka avion ta k'a bɛ voyager aw yɛrɛ bɛ kan ka dɔn k'a fɔ a nafa yɛrɛ tɛ Kidal population kan a nafa bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw de kan Mali tilali nafa yɛrɛ tɛ hali an balima minnu ye marifa ta a nafa ka dɔgɔ olu kan a nafa bɛ diɲɛ jamanaba ninnu de kan minnu ɲɛ b'an ka dugu jukɔrɔ nafolo la maliyɛn fagakun bɛɛ filɛ nin ye bi o le ye an ka nafolo an ka lakana ka maliden lakana i n'a fɔ Modibo Keyita ka Mali hakilina an b'a fɔ ma la philosophie du Mali de Modibo Keyita o b'o fɔ cogo min na ka se ka maliyɛn fɛrɛ bɔ k'a tanga k'a furakɛ k'a kalan non an b'o de to yen an bɛ faga ka o nafolo ta ka na n'a ye jamana wɛrɛw kan k'olu ka jamanadenw ni lahinɛ n'a ye Mali kɛlen bɛ sama de ye bi diɲɛmaw bɛ n'u ta ka bɔ a la mais maliyɛn yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ ka dun maliyɛn tɔɔrɔlen don Elija bɛ ka comment on appelle Kɛɲɛbakaw ka tɔɔrɔ fɔ ni an ka ɲɛmaaw sen b'o la tɔ b'i dɛ n'u ye mara kɛ an ka code minier gɛlɛyaba de b'o kɔnɔ
amanda do débat la wati wéré na la sona mais ka fodron bi accord ni kele mo shi na son i ka jonya seben o kala wale isigile nyana ka sura ima donc i bi wuli ko kele kede ame mi fo gele a chaman do na ko kono sabla kuma nyefo ka RP Media fotuni mi ye nganiata kani kalanso indale ka malion kunafoni u ka se ka accord famia ame do fara o la pour que malion ka se ka famu mo ka u kanu jigi tigɛ sabula ni mo la mebi mo te no do de ba tiɲɛ do ba dila mali fo ba bete diɲɛ jamana bɛɛ bete ka fɔ fɛnɛ mali dilanbagaw bɛ wala ma cɛ bɛɛ ma tiɲɛ mais an kana so jɔnya fɛnɛ ma an danbe ye an ka voilà donc sani n ka bɔ kuma la k'a dɔɔni fɔ tubabukan na. D'accord. Donc, pour répondre un peu à la question de Bouka en français, pour mon professeur, donc Bouka il demande si, en gros, s'il n'est pas trop tard, est-ce que compte tenu de l'avancée dans l'application même de l'accord sur le terrain et puis les décisions prises par les pouvoirs politiques dans son application, est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le coup vraiment de mener un combat contre l'accord? Voilà, donc ma réponse a été oui, c'est l'affirmative. Il faut mener ce combat, quoi qu'il en soit. Il faut mener ce combat, il ne faut pas se décourager. Les hommes passent, la nation demeure. Le Mali doit rester. Et moi, la philosophie qu'on m'a enseignée, mon professeur Mamadou Lamine Traoré, il m'a dit le Mali vivra, le Mali vaincra. C'est comme s'il était un précurseur de tous ces problèmes-là. Effectivement, le Mali vivra, le Mali vaincra. Nous ferons en sorte que l'esprit du Mali puisse triompher de toute cette trahison. Qu'on ne se lasse pas, et RP Media est à saluer. Car l'initiative qui a été prise de créer une école, d'ouvrir une école pour informer les Maliens, les sensibiliser, leur expliquer de façon très pédagogique. Peut-être que nous n'en avons pas assez, mais mon professeur en a suffisamment. L'accord d'Alger, ce document de trahison qui a été signé au nom du peuple, qui n'est même pas un accord en réalité, qui n'est qu'un diktat, et dont le contenu et l'application ne favorise pas, n'est même pas au bénéfice du peuple malien dans son ensemble, et ne l'est même pas au bénéfice des, comment on appelle, des groupes qui ont pris les armes. Parce qu'en réalité, j'ai pris l'exemple sur Kidal. On va construire l'aéroport à Kidal. Je dis, il faut regarder au sein de la population kidaloise combien sont ceux qui peuvent prendre un avion pour faire un voyage. Donc, en réalité, on sait que par rapport aux enjeux géostratégiques, les véritables avantages ne sont même pas pour ces groupes armés. Les véritables avantages sont pour les multinationales, c'est pour d'autres puissances étrangères qui aujourd'hui veulent profiter de nos ressources. Donc aujourd'hui, en détruisant l'État-nation du Mali, de par son histoire, car tout le monde sait le contexte dans lequel nous sommes, on peut dire que les pays de l'ancienne AOF, l'Afrique occidentale française, ont acquis leur indépendance un peu de cette façon, en rupture avec le système colonial, voilà, pour se libérer du joug colonial, pour se libérer du dictat du colonisateur, disposer de leurs droits au développement, de leurs droits à la démocratie, de leurs droits à l'indépendance, d'avoir leur territoire à eux, d'affirmer leur histoire, voilà, et de faire développer leur territoire. Et je pense que nous sommes à peu près dans le même contexte. Je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans tout ce qui a précédé la conférence de Brazzaville et puis après, mais non, je veux juste dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le même contexte. Les enjeux sont les mêmes, mais l'Afrique part démunie, car au temps des Modibo, des Kourouma, des Sékou Touré, des Gamal Abdel Nasser, à leur temps, il y avait un ancrage idéologique, il y avait une ligne idéologique, la décolonisation des États et des esprits. Mais aujourd'hui, cela manque. Cela manque. Autant le pouvoir a trahi, autant l'élite politique a trahi. Donc cette élite a fait une rupture, même idéologique, avec nos pères de l'indépendance. Donc ce qui fait que nous sommes démunis dans ce combat. Mais la construction peut se faire, car l'espoir doit venir du peuple. L'espoir doit venir de nous. On doit chercher tous les moyens. On doit chercher l'intelligence nécessaire de libérer notre pays. Et je pense que nous ne manquerons pas d'avoir cette intelligence. Maintenant, le gros du travail reste à faire, comme RP Media a commencé. Et je souhaite que cela continue. Donc, vous saluez encore, qu'on n'arrête pas de parler, qu'on n'arrête pas d'informer. Et surtout qu'au profit d'aucun pouvoir, parce que le Mali est au-dessus de tout ça,
On sait que pour des logiques pouvoiristes, aujourd'hui, beaucoup se sont ralliés derrière la transition, juste pour des strapontins. Mais leur dire que le Mali vaut plus que tout ça, ceux qui ne connaissent pas la valeur de ce pays, c'est eux qui peuvent le troquer contre un poste ministériel, contre je ne sais plus quoi. Mais il ne faut pas se lasser. Il n'est pas tard. C'est vrai que c'est décourageant. Même moi, à un moment donné, franchement, j'avais porté la blouse par rapport à cette question. C'est mon professeur qui m'a plus motivé davantage. Car quand on imagine le trajet parcouru, les discours tenus, les messages diffusés, des fois tu te dis qu'il ne faut pas lâcher. Mais quand tu imagines les conséquences de cette trahison, je pense que ça doit encore nous donner plus de force. Parce qu'on ne va pas léguer en héritage l'esclavage à nos fils, à nos petits-fils, à nos arrière-petits-fils. Je crois que cela ne nous a pas été fait. Il n'est pas de notre devoir de le faire. Voilà, donc je pense que l'esprit du Mali peut triompher de tout ça. Aujourd'hui, on voit les difficultés. Une transition, d'ailleurs, qui continue dans la trahison, qui continue dans la capitulation. Mais il faut rectifier. L'espoir est encore là. Nous espérons que le M5 et d'autres couches sociales, d'autres structures comme l'URDAC, Songo Ganda et comme on appelle l'association de M. Maïga Abdelkader, voilà. Et j'ai oublié le nom de l'association, Igda Mali Tetla, voilà. Et puis FRA de Ibrahim Akebe, mais aussi nos frères qui sont dans le Nord, qui ne sont pas d'accord avec ce projet, cette trahison. Moi, je pense qu'il faut se retrouver, comme on l'avait dit dans cette émission, dans un cadre pour faire émerger la dynamique anti-accord. On a d'autres politiques comme Zoumana Sako, comme Sogel Maïga, comme Moribo Sidibé, Chokmar Sissoko. Ils sont beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec cet accord. Donc, nous allons travailler d'arrache-pied pour pouvoir créer un cadre d'union afin de faire émerger ces différentes tendances. Parce qu'on sait que parmi nous, certains veulent la relecture, certains veulent l'inclusivité, certains veulent le rejet pur et simple, certains veulent un projet alternatif. Mais il faut travailler à faire émerger ça et aller vers, comme le professeur le propose souvent, vers l'assise populaire et souveraine. Et moi, je pense que cela est possible encore. Stratégiquement, ça peut se faire. Maintenant, nous encourageons encore RP Média à accompagner ce travail, accompagner ce talent, parce que c'est un média qui est regardé, qui est écouté, qui est crédible. Voilà, et je pense que beaucoup de Maliens croient à ce qui s'est dit sur cette page-là. Voilà, donc je pense qu'on peut continuer cette lutte. Et en même temps, je dis, je le répète, l'esprit du Mali triomphera de cette trahison. Ok, merci beaucoup. On va continuer le combat. Je vais quand même poser une dernière question à M. Bourgeot. Quand même, il y a une notion dans cet accord qui m'interpelle personnellement. Vous qui avez travaillé dans le domaine des sciences sociales, notamment, qui a beaucoup travaillé sur les aspects culturels, notamment dans les zones du Nord. Et déjà, dans le préambule, il est dit que la notion de l'Azawad doit être considérée comme une notion culturelle et comme une notion aussi qui doit être considérée dans toutes les activités économiques qu'on va mener au Mali. On sait bien que le Mali aujourd'hui, dans son entité culturelle, les Maliens tiennent beaucoup à leurs valeurs, à leur dignité, qu'on appelle chez nous le Dambé. Et on sait aussi que dans un environnement de multiculturalisme, le social se fait sur la base du collectif. Mais on a constaté tout au long de ce document, et notamment sur l'aspect culturel, qui est quand même dit ici, dans l'annexe 3, dans le domaine de la culture, on parle de la mise en place des activités de recherche pluridisciplinaire, sur les questions de culture, de patrimoine, d'industrie culturelle, etc. Mais quand on regarde de façon globale, l'industrie culturelle au Mali, qui même à un moment donné a été bannie par les politiques. Mais est-ce que finalement, réactiver ces industries culturelles uniquement dans ces zones-là, et est-ce que finalement, nous pouvons quand même dire que la valorisation de cette culture malienne de façon globale, de façon globale, pour que les gens puissent faire société, est-ce que finalement, on peut dire que ce n'est pas un abandon par les politiques, et aujourd'hui, on veut réactiver dans la zone du nord du Mali. Est-ce que finalement, ce n'est pas d'opposer deux peuples ou deux cultures ou plusieurs cultures à la fois? Parce que là, quand on se tourne vers les éléments de l'annexe 3.
Oui, mais je pense que vous avez raison. En nuançant un petit peu vos propos, le problème de l'Azawad n'est pas un problème culturel. Le problème de l'Azawad est fondamentalement un problème politique, D'accord. puisqu'il n'existe pas de culture au sein de l'Azawad telle que définie par les groupes armés ex-indépendantistes. J'ai essayé de démontrer que l'Azawad était la partie comprise entre Tombouctou et Arawan, et qui était gestionnée par des sociétés de pasteurs nomades, Brabiche et puis Tormoz. 380 km², pas plus. D'accord. Donc l'Azawad est une construction politique qui répond aux ambitions et à la volonté de la coordination des mouvements de l'Azawad. Sans plus, ce n'est uniquement ça. Ce qui est inacceptable de mon point de vue, c'est que cette construction politique, elle est légitimée dans le discours des ex-indépendantistes pour des raisons d'ordre historique, c'est-à-dire qu'ils se donnent une antériorité historique pour légitimer leurs revendications. Je suis désolé, moi je voudrais bien avoir un débat, voire une confrontation avec certains éléments qui disent que l'Azawad était un territoire Touareg qui a été soumis à la colonisation du Mali. Je suis tout à fait disposé à avoir un débat là-dessus, puisque ça n'a jamais existé. Il n'a jamais eu ni chefferie, ni royaume, ni empire de l'Azawad. C'est une construction politique qui répond à une volonté émise par ces groupes indépendantistes. Donc c'est ça le travers qui est inacceptable, en tout cas du point de vue du chercheur. C'est une falsification de l'histoire. Mais est-ce que sociologiquement, on peut dire qu'il y a un vide? Parce que vous avez retracé un peu cette notion culturelle. Effectivement, l'Azawad ne peut pas, quand même, sur le plan sociologique, ne peut pas être considéré comme une entité culturelle. Est-ce que finalement, on est en train de partir sur un vide où il y a quelque chose derrière, où il y a quelque chose de nouveau qui va être créé? Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de créer. L'élément nouveau, l'élément nouveau qui est, je ne dirais pas créé, je dirais fabriqué, ce qui est complètement différent. Il est volontairement falsifié et fabriqué. C'est pour ça que moi je ne peux pas être d'accord là-dessus. Et puis, et par ailleurs, c'est une instrumentalisation de l'histoire pour légitimer le bien fondé des revendications. C'est de la manipulation historique, donc c'est une imposture historique. Moi, j'interviens en tant que chercheur, pas en tant qu'homme politique. Je ne peux pas accepter en tant que chercheur cette falsification de l'histoire qui est légitimée par le fait qu'on dit partout la fabrication de l'Azawad, ça faisait partie de la propagande lancée par le Mouvement national de libération de l'Azawad par son porte-parole de l'époque, dont je ne citerai pas le nom, en disant que c'était un territoire malien soumis à la colonisation. Je ne parle pas de l'anachronisme du terme, de la colonisation malienne. Ça, c'est inacceptable, mais ce qui est encore beaucoup plus inacceptable, que ça a été entériné par la communauté internationale et par le médiateur algérien. C'est ça qui est inacceptable, c'est ça qui est inadmissible. Tout comme c'est inadmissible que la communauté internationale ne dise rien par rapport à l'application du contenu de l'accord pour la paix sur l'ensemble des régions que vous avez citées. Moi, j'observe que les régions qui ont été, j'allais dire, fabriquées, mais le terme me paraît correct, sur les 19 régions que vous citez, il n'y a qu'une seule région qui est reconnue officiellement, c'est-à-dire celui de l'Azawad. Ça montre bien que l'accord pour la paix, il est fait pour l'Azawad et pour les objectifs définis par les groupes armés ex-indépendantistes, parce que les autres, c'est simplement que des noms, mais c'est des coquilles vides. C'est des coquilles complètement vides. Quels sont les éléments concrets qui nous permettent de dire que les 19 régions que vous avez citées sont actuellement mises en œuvre, qu'il y aurait des éléments de mise en œuvre dans ces régions-là? Aucun, à ma connaissance, aucun. C'est quand même extrêmement grave, et que la communauté internationale cautionne tout ça. Ça ne peut que générer de la violence. Alors, je peux bien comprendre qu'il fallait faire un accord pour la paix, mais la paix, c'est pas une marchandise. La paix, c'est pas quelque chose qui s'achète à coups de millions et à coups de satisfaction, de revendications qui ne sont pas acceptables. C'est ça qui est grave sur le plan mondial, sur le plan de la communauté internationale et sur le plan mondial. Ce n'est pas acceptable parce que ça génère des modèles fondés sur les mensonges et fondés sur la force militaire, sur la force guerrière. Ça, on ne peut pas générer ce type de modèle-là pour nos enfants. C'est inacceptable.
D'un côté, on condamne les autorités politiques, quelles qu'elles soient, condamnent les pratiques dites terroristes des salafistes djihadistes, et de l'autre côté, on entérine à peu près les mêmes méthodes, sauf que c'est pas à finalité religieuse. Dans quel monde vivons-nous? Donc, je pense qu'actuellement, il y a encore possibilité que le peuple malien, comme le peuple d'autres régions, affirme leurs spécificités et leurs objectifs. Ce sont quand même des êtres humains. On ne peut pas les balayer comme ça simplement que par un coup de décret ou par une réorganisation sur le papier et pas plus. Donc, dans les circonstances actuelles, je ne sens pas beaucoup de frémissements qui iraient dans le sens de l'affirmation du peuple malien et d'autres peuples, mais ça veut dire quand même que des potentialités existent et que ces potentialités-là, il faut les organiser. Je pense qu'il y a des individus, parce que ça se pose aussi en ces termes, qui sont capables d'organiser le peuple pour des finalités autres que je ne vais pas utiliser un terme qui serait déplaisant, de ce contenu pour la paix, qui encore une fois n'est pas générateur de paix, c'est générateur de conflits. Donc, on voit bien qu'on a considéré, mais ça, c'est toute l'idéologie libérale, que la paix est une marchandise. Donc, comme c'est une marchandise, eh bien, on l'achète. On fait des entités, on donne de l'argent pour faire fonctionner, etc. Ça fait quoi? J'observe que dans ce cas bien particulier, qu'il y a un nouveau rapport au foncier de la part des cadres des groupes armés ex-indépendantistes. Ils investissent où? Pas dans l'Azawad, ils investissent dans la région de Bamako et à Bamako. Donc ça, c'est quand même très significatif. Donc se crée déjà à l'intérieur de cette société de pasteurs nomades des inégalités fondamentales. Donc j'allais dire, excusez l'expression, quelles vont être les coquilles de l'histoire dans cette affaire-là? Ça va être aussi les populations tamashek et les populations arabes en termes culturels, toute la culture arabo-berbère qui est présente effectivement au nord, mais qu'on ne peut pas caractériser comme étant l'ensemble du septentrion malien. C'est pour ça que je dis il y a en permanence des mensonges et des falsifications. Excusez-moi de parler d'une manière un petit peu passionnée, mais c'est inacceptable. Je me dis, dans quel monde vit-on? Tout à l'heure, Elijah parlait de l'ex-président du Tchad, Idriss Déby, qui est présenté. On est en train de construire un mythe sur quelqu'un qui a eu des pratiques dictatoriales. On le présente comme un guerrier libérateur, et puis soucieux du devenir de l'État tchadien. Il était surtout soucieux de son pouvoir, pas du peuple malien, certainement pas, sinon il l'aurait traité différemment qu'il ne l'a fait. Excusez-moi d'être un peu trop... Ouais, non, mais face à des situations comme ça, on ne peut avoir que des réactions aussi de type épidermique, mais pas fondamentalement épidermique, parce que c'est aussi des réflexions de nature cérébrale qui sont vécues d'une manière inacceptable. Moi, je suis outré de voir ce qui se passe au Mali. D'accord. Bon, donc, du coup, il nous reste 10 minutes. J'en profite pour poser une question à vous deux, Elijah et Yamoudou. À commencer par Elijah, parce que ça fait un petit moment que le Blaka n'a pas parlé. Voilà. Aujourd'hui, on dit que le Mali est un pays pauvre. On est classé parmi les pays du tiers-monde. Et finalement, à chaque fois que la population demande quelque chose, on dit qu'on n'a pas les moyens. Mais quand on regarde dans l'annexe 3, il y a quand même des déclarations qui sont faites en faveur des régions du nord du Mali. Est-ce que finalement, cette annexe 3, donc quand même qui prend des mesures de développement et encore des engagements du gouvernement envers ces populations, est-ce que finalement cette pauvreté qui justifiait la non-réactivité, comment dirais-je, l'inactivité de notre gouvernement à un certain niveau, est-ce que l'annexe 3 ne peut pas déconstruire ça? Ça veut dire qu'on a les moyens, mais pour qu'on puisse réagir pour vous, il faut prendre les armes. Est-ce que cette pauvreté, elle est finalement justifiée? En fait, la pauvreté ne justifie pas. Tu sais qu'il y a un principe immuable en économie. Ça veut dire que... Je parle de l'État. Oui. Je parle de l'État, oui. Oui. En fait, que l'État dise, par exemple, qu'on ne peut pas faire de route entre Bla et Garamana, ça pose un problème parce qu'une route, elle est censée se rembourser elle-même. Donc, en fait, c'est un acte économique positif.
je ne sais pas si je me fais comprendre par les spectateurs. C'est-à-dire que la plupart des éléments qui sont mentionnés dans l'axe 3 sont des investissements. Si c'est fait dans un pays sérieux, ces investissements s'auto-remboursent. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les investissements ou l'argent que la Chine investit dans les pays africains et l'argent que la France investit. Pas que, voilà, moi, j'ai pas de soutien. Moi, j'aurais aimé qu'on s'autofinance ou que quand on a recours à l'extérieur, que ça se fasse dans un rapport de respect mutuel. Et tel n'est ni le cas avec la France, ni le cas avec la Chine. Mais la différence fondamentale, c'est que les investissements de la Chine en Afrique vont vers des infrastructures telles que des ponts, telles que des routes, telles que des irrigations. En tout cas, ce sont des infrastructures qui s'auto-remboursent. Alors que de l'autre côté, les investissements de la France vont dans la bureaucratie. Par exemple, là, on va trouver de l'argent pour rassembler des gens, pour parler de paix, alors que ces gens-là n'ont rien, ils se reprochent rien. Par exemple, quand vous prenez ceux qui représentent l'État malien aujourd'hui et ceux qui représentent la CMA et la plateforme, il n'y a pas de problème entre eux. Mais tout ce qu'ils vont faire comme rencontre va être mis dans le cadre de la paix. Et peut-être qu'ils veulent, façonner la paix entre moi, qui n'ai aucun problème avec un Touareg ou un Arabe, j'ai aucun problème. Et donc voilà. Et le fait, par exemple, de ne pas pouvoir reproduire ça, sachant que c'est depuis 2015 que ce document a été fait et que derrière, on n'a même pas fait semblant pour reproduire la même chose ailleurs, montre l'intention de ce qu'il y a dans cet accord. On dit que cet accord-là, tout ce qui va être fait pour les régions du Nord, or, le mot région du Nord ici n'a pas la même signification que quand dans une discussion, nous, on dit région du Nord. Ça n'a rien à voir avec région du Nord ici parce que on parle de région du Nord et on parle de population du Nord. Sauf que, comme je l'ai dit, si moi, je vais habiter là-bas pendant 20 ans, je ne serai pas considéré. Si je mets au monde mes enfants là-bas, même avec une Touareg ou une Arabe, je ne serai pas considéré comme gens du Nord. Donc, en fait, la connotation, elle donne beaucoup d'indications sur l'intention de ce document-là. Et le fait qu'il n'y a pas eu de copie de ce document-là appliqué à Sikasso, appliqué à Koutiala, appliqué à Bla, ça montre qu'en fait, on est en train de faire tout ça pour un type de personne, un type de Malien et une zone géographique donnée. Et donc, ça crée un déséquilibre. Comme André Bourgeois l'a dit, en fait, tout au long, tous les chapitres, toutes les phrases de cet accord-là sont des gemmes qu'on est en train de planter. Je ne veux même pas parler du Mali. Je veux parler de la région qu'on appelle Azawad. Ils ne pourront pas vivre dedans. Ce n'est juste pas possible. Il suffit qu'il y ait juste deux communautés dedans. Elles ne pourraient pas vivre. Même deux communautés différentes de Touareg ou deux communautés différentes d'Arabes ne peuvent pas vivre parce que c'est fondé sur l'injustice. Or, l'injustice, c'est comme la gangrène. Soit on l'arrête, soit on en meurt. Et donc, c'est pour répondre à ta question et laisser la parole à Yamoudou, en fait, dire qu'on n'a pas assez d'argent pour faire des investissements qui vont s'auto-rembourser et que là, l'argent sort, on ne sait pas d'où. En tout cas, l'intention est là et puis bon, ceux qui ont les banques, ils sont derrière parce que quand vous regardez la plupart des partenaires de cet accord-là, les organisations internationales, les institutions financières, il n'y a pas d'erreur. C'est un projet économique dont la finalité n'est même pas les Touaregs ou les Arabes ou les Songhoi. La finalité, ce sont les gens qui ont jeté leur dévolu à travers les multinationales sur les biens d'autrui dans le monde, ce qui se fait habituellement. Il n'y a pas d'erreur, c'est ce qui va arriver. C'est pour ça que je dis que dès que, je ne le souhaite pas, dès qu'on va acter cette question d'Azawad, on va acter cette question de séparation, et ben la guerre va rééclater à l'intérieur de cet ensemble géographique parce que personne ne va voir la couleur de l'argent. Pourquoi globalement on a donné des milliards au Mali que l'État malien de Bamako a bouffé avec les représentants des Touaregs et des Arabes qui ont acheté des villas à Bamako. Même quand ils vont voir les prostituées, ils préfèrent aller voir les prostituées de Bamako. Ils auraient pu créer un bordel, une maison close, je ne sais pas moi, à Kidal, à Taoudini, mais ils préfèrent être à Bamako. Et donc là, les gens font semblant de ne pas voir cette réalité-là. Et donc, dès qu'on va les laisser ensemble, ça va exploser parce qu'ils ne vont jamais voir. En fait, les multinationales, le capitalisme, ça ne peut pas te rendre, si tu ne fais pas partie du système, ça ne peut pas te rendre riche. Le salaire ne peut pas vous rendre riche. C'est la détention du capital qui va multiplier le capital. Du coup,
ça va mal se passer à l'intérieur. On va dire c'est trop tard. C'est comme quand on a chassé Ibeka, on a ramené, on n'a même pas chassé. On a voulu le chasser. Des gens ont fait un coup d'État au peuple malien. On est en train de regretter aujourd'hui. Ça va être exactement le même schéma là-bas. Ok. Même question à Yamoudou, hein. Quand on regarde toutes ces mobilisations, que ce soit humaines, financières, autour de cet accord, et qu'on regarde aussi les éléments dans cet annexe 3, est-ce que finalement, la justification, chaque fois, on n'a pas les moyens par l'État, est-ce que finalement, cette justification n'est pas caduque? Donc, est-ce que c'est pas, cet annexe 3 n'est pas notre moyen de dire aux Maliens, on a les moyens, mais il faut faire la queue avec les armes? Ouais, merci Bouka pour la question. Et je remercie Lydia de réveiller un peu Max à travers le capital. C'est bien. Et au fait, ce que je vais ajouter, je partage entièrement l'analyse de Elijah. Mais avant d'en venir à cela, j'aimerais dire quelques mots sur ce que le professeur avait dit par rapport à l'aspect culturel de la création de l'Azawad. Je pense, en anthropologie, je parle bien sous le contrôle du professeur. Ça, dans l'histoire, je ne sais pas qu'on ait pu créer une culture ou une nation. Je ne sais pas. Quand on prend toutes les théories fonctionnalistes, structuralistes, je sais, que sais-je, ça, je ne sais pas. Et en me référant un peu à Cheikh Anta Diop, l'antériorité de la culture et de la civilisation nègre, il a pu démontrer facilement, parce que c'est quelque chose qui existait. Donc, il a pu démontrer. Mais l'Azawad, qu'est-ce qu'on peut démontrer? C'est un montage grossier et c'est une falsification de notre histoire. Donc, faisons attention à ces genres d'aventures qui peuvent se terminer mal pour une nation comme le Mali. Maintenant, le processus de réappropriation de l'histoire, qui n'a même pas sa place dans l'histoire du Mali en réalité, parce que personne n'est exclu. Maintenant, on peut dire que selon la gouvernance, selon la politique culturelle, on a fait en sorte que le Mali soit même appauvri culturellement, parce que j'avoue qu'il y a beaucoup des aspects de notre culture qui ne sont ni abordés scientifiquement, voilà, ni même sur le plan de la culture de façon générale. Ça, c'est dû à la pauvreté de nos politiques culturelles. Mais cela peut se corriger. Donc, je ne vois pas la raison d'un processus de réappropriation. Voilà. Donc, pour te dire que sur ce plan-là, il faut que les Maliens fassent attention et se réveillent, qu'on ne nous fasse pas disparaître sous nos yeux et de notre vivant. C'est cela. Donc, pour l'autre aspect, j'avoue que tout ce qui est cité, comme Elijah l'a dit, des bonnes intentions pour le développement des régions du Nord, et il faut savoir surtout qu'initialement, et dans le document, on parle des régions de Kidal, Tombouctou et Gao. Voilà. Et quelquefois Taoudini. Donc, c'est ce qu'eux, ils pensaient qu'il soit un peu le périmètre de l'Azawad et qui peut aussi consulter un peu cette ZODRN, comme ils ont appelé zone de développement des régions du Nord. Ces bonnes intentions qui sont dites ici, moi, je pense qu'en temps normal, ça ne choquerait personne. Et je crois que toutes les régions du Mali auraient besoin de ça. Si le pays est bien géré et qu'on a, comme on appelle, une gouvernance avec une vision qui puisse tenir compte de toutes les régions du Mali, ce ne sont pas des aspects qui puissent gêner. Mais la manière dans l'accord, c'est ça qui est inacceptable, l'accord même. Maintenant, l'aspect financier. Est-ce que l'État malien a les moyens de réaliser ce qui est dit ici à court, moyen et long terme? Parce que dans le document, il parle des mécanismes de mise en place. Comment déployer toutes ces mesures-là sur les régions du Nord. Et j'avoue que l'État malien ne peut pas, que ce soit à court terme, que ce soit à moyen terme ou à long terme, l'État malien ne peut pas. Au stade où on est aujourd'hui et puis la façon dont notre pays est géré et les réalités économiques que nous connaissons du Mali. Voilà, aujourd'hui on ne peut pas. Et en même temps, on l'a dit, l'accord, le Mali n'a pas les moyens. C'est un accord qui, je ne sais pas comment dire, ça y est, même la France n'a pas les moyens de cet accord. Quand vous les prenez, ça va être difficile de le chiffrer, mais il y a certains aspects, quand vous les prenez, vous les chiffrez, vous faites la sommation, voilà,
Même le plan Marshall, je pense que le montant de l'accord va au-delà du plan Marshall qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, moi, je pense, il faut s'étonner, comme le professeur le dit, que la communauté internationale dans son ensemble, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité puissent accepter un tel document. C'est un mauvais signal pour la paix dans le monde. C'est un mauvais signal pour les nations. Voilà, moi je pense que là, on a moins pensé aux nations, on a moins pensé aux valeurs qu'on a pu mettre en avant et défendre à la sortie des 2 guerres. On a moins pensé à ces valeurs-là. On a plus pensé au capital, à l'argent, à l'intérêt, au matériel, au profit. On peut qualifier ça comme on veut, mais je pense quand même que c'est quelque chose de très grave. Et c'est une autre étape du capitalisme, et je dirais même qu'on est dans l'impérialisme. Voilà, comme Lénine le disait, l'impérialisme au stade suprême du capitalisme. Et là, il faut qu'on fasse très attention. Alors, c'est maintenant au peuple malin de se réveiller, parce que j'entends les commentaires ça et là. Quand on cite certains, on dit qu'ils sont du 26, de 91, ils sont encore là. Il faut que le peuple malien sache ce qu'il veut. Aujourd'hui, on a besoin d'une union sacrée. Ce n'est pas le moment de juger les gens par les procès d'intention, comme ça se passe généralement au Mali. Et c'est de cette façon qu'on arrive à faire de certains des héros alors qu'ils n'en sont pas. Vous êtes en train de citer le cas de Déby. La question, elle est très sensible, et en même temps, on a l'impression, à travers ces épisodes, que nous sommes un peuple qui recule. Même Kadhafi, quand Kadhafi a été assassiné, les Africains l'ont présenté comme étant notre prophète. Dieu. Voilà. Donc, et on ne réfléchit plus, on ne réalise plus ce qui nous arrive. On oublie très rapidement. Les gens ne lisent pas dans l'histoire seulement, où ils ne comprennent pas ce qui nous arrive. Même aujourd'hui encore, la Libye reste un pays pourvoyeur de rébellion. Même aujourd'hui encore, malgré Kadhafi est mort, la Libye est disloquée. Les colonnes qui sont parties au Tchad sont parties de la Libye. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut que nous nous réveillons, que nous comprenions ce qui nous arrive. Et c'est ce que je disais avec les Modibo. Je pense que le Malien était conscientisé, sensibilisé et formé. Il savait où il allait. Il tenait compte de la géopolitique internationale. Mais aujourd'hui, rares sont ceux qui sont sur la scène politique, qui sont capables de faire cette analyse. Aucune culture politique. Mais avec leur volonté, ils se sont jetés dans le combat. Ça, j'approuve, c'est bien. Mais en même temps, il faut qu'ils sachent écouter. Parce qu'aujourd'hui, déjà avec la loi d'entente nationale, on risque d'avoir le procès en dehors des assises. C'est ça qui va se passer. Yamoussa Kamba a écrit son livre, et ceux qui ont été libérés de la prison sont en train de faire leur justice. Donc, si la justice ne rend pas justice, chacun va se faire justice. Donc, nous avons ce risque qui est là déjà. Donc, il faudrait qu'on fasse attention en plus, qu'on ne se tire pas dessus, parce que quand on a besoin d'une union sacrée, ce n'est pas le moment de se diviser. Moi, je crois que le temps de la justice viendra. Je ne suis là pour chercher à blanchir qui que ce soit. Je pense que ceux qui me connaissent, ils savent que ça ne serait jamais mon intention. Mais je veux juste dire qu'il faut savoir choisir les bonnes actions au bon moment. Quand on veut l'union sacrée, on ne tire sur personne. Aujourd'hui, le combat contre l'accord, on a besoin de tous les fils du Mali, de toutes les filles du Mali. Même ceux qui avaient dit oui et qui ont compris aujourd'hui que ce n'est pas bon, nous avons besoin d'eux pour pouvoir faire ce combat. Donc, on doit faire une union sacrée. Toutes les personnes que j'ai citées, le professeur Issa Ndiaye, Cheikh Oumar Sissoko, Zoumana Sako, Mouroubo Sidibé, Shogel Maïga, ils sont nombreux. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux au Mali, qui sont contre cet accord. Nous avons besoin de tous ces gens. Et aujourd'hui, traduire cette décision du peuple, nous savons déjà, même sans manifester, que la majorité du peuple malien ne veut pas de l'accord. Mais il faut que nous manifestions. Il faut que le sursaut national se réalise pour que cette décision soit traduite. C'est la seule façon aujourd'hui rapidement de rompre avec cette transition de trahison et de capitulation pour introduire une transition de rupture qui va dire non à l'accord d'Alger pour que le Mali puisse avoir une diplomatie et selon les vœux du professeur, qu'il puisse défendre le Mali véritablement. Dire que ce qui se passe est une injustice. On nous fait subir des conséquences des faits qui ne sont pas des actes posés par les Maliens. L'accord d'Alger n'engage pas le peuple malien, donc on ne peut l'accepter. Qui peut dire cela? Dieu seul sait qu'il y a des hommes et des femmes au Mali aujourd'hui qui peuvent le dire. RP Média le dit déjà. Donc, en vous remerciant toujours,
Moi, je veux juste dire que le Mali n'a pas les moyens de cela, mais en même temps, ce qu'Elijah a dit, l'État malien a toujours cette possibilité, je pense qu'ils le font déjà tant bien que mal, d'investir dans les routes, dans les infrastructures pour des projets, comme on appelle, économiquement viables ou pas en tout cas. Même si les fonds sont détournés, il y a beaucoup de mauvaises gestion, on le sait, mais l'État malien ne dira, aucun État d'ailleurs ne dira non à un investissement productif, à la construction d'infrastructures qui puissent générer des ressources, mais même pas des fois à des fins utiles tout simplement. Donc c'est pour dire que si c'est dans les moyens de l'État, dans un contexte normal, ordinaire, sans prise d'armes, sans qu'on ait le couteau sous la gorge, pourquoi pas? Mais malheureusement, je sais que ce n'est pas le cas. Quand on en vient à menacer toute une nation juste pour satisfaire une communauté, moi je pense que c'est gravissime. C'est un mauvais signal pour la paix dans le monde. Donc avant de terminer, je vais saluer Aziz quand même, le camarade Aziz au Centre depuis le Canada. Donc ça n'est pas la Bamana Canada, qu'on y a dans notre Kafo, ou Mali Jamana, Yoro Munumbe Ningafe Inkono, Kanyeshi Koronfela Glanima, Lazawad. Ango na tara masraka mo shiti bama sabla mali sigida bena kaka maintenant ba do fene jamana fefe ni bi ka jamana de nga nyata fe ite se ki banka fenduma fembuka kena sabati fembuka kala sabati fembuka tamakunma sabati ka sarabo glan ka kulonga yoro glan balonta yoro falkuno na de yoro théâtre so cinéma so kulu glan sigida la ka se ka sigida sigila deunka adamadenya ka anyamaya ka nyokuka latika ke ganya wote jamana shitoro en même temps ba do fene ka fo ni isra glan ibe nani soro de sigidala ibe nani soro de jamana kono ni école sojo ibe nani soro de jamana kono ni cinéma so fene jo obo chula ni d'autres so la dumuni ngaro restaurant obo bebo donc ka fo ni ko kara ke chula mo wote ba ni shima mais ko ke en même temps ka fo ambalma burlame ni arabu munu me fe ka bi malika kana nu re ka tabolo yi anu ka tabia ko glan ka ke ba fo ni mali nyina no ko ni na me fe ko bo anyere la ka fo ko te chen ni je jamana fen feta ama yoroshi ka fo ko anyan sigi ka tabolo do gla tabolo mun tunte ka koro donc ne re misali ta nga akli jaga wala badoga no seganta jobi ale kuma na farafina kunga o yirali ka lawaleya ka lakɛnɛya bɛɛ ye o ma gɛlɛya bolo sabula a tun kɛra ka tɛmɛ mais azawa da ɲɛ b'a la k'a fɔ a tɛ se ka kɛ sabula fɛn min bɛ fɔ la tiɲɛ tɛ donc o yɔrɔ la k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye nkalon min natɔ filɛ min b'a kɔfɛ o ka girin an kana sɔn a ma janfa in bɛ cogo min n'an y'a fanga ye an kana sɔn a ka bin an kan an ka wuli k'a kɛlɛ kɛ maintenant hukumu kɔnɔna la ne bɛ wele bila n balima bɛɛ ma sabula n tulo b'a la dɔw b'a fɔ la ko comment on appelle minnu ye kɛlɛ kɛ ka kɔrɔ 26 mars 91 k'olu mɔgɔw u ma ɲi u tolilen don bon bi t'o kuma ye an kana an fara fara an bɛ don min na bi an ka bɛn de sariya de kan ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ an man tɛ k'a fɔ an b'a ɲɛnabɔ an da la parce que n'an y'o kɛ o fana bɛna dama gɛlɛya ye an ɲɛ b'a la u ye sariya min ta k'an bɛɛ ka bɛn loi d'entente nationale minnu kiiri min ma se ka tigɛ kiiri bon na olu bɛna tigɛ kɛnɛma a bɛ tigɛ o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que dɔw tun da de minnu ma sɔn u tun da de bon n'a dun ni kuma fɔra dɔn ninnu fana ma a ka ca ala fɛ u bɛ bɔ ka jaabili kɛ n'u bɔra ka jaabili kɛ mankan bɛ wuli donc ni sariya ma sariya tigɛ u yɛrɛ b'a tigɛ u yɛrɛ ye u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ plateau kan a bɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ barodaw la a bɛ ainsi de suite donc u bɛ na ni mun ye u bɛ dɔ fara bɛnbaliya de kan o de y'a to sariya k'a tigɛ o de ɲɔgɔn tɛ maintenant bi an ka cɛkɔrɔba minnu ko k'u t'a kɔrɔfɛ n'o ye professeur Sanjayi ye n'o ye Cheikh Umar Sissoco ye n'o ye Zumana Sako ye Choguel Maïga Modibo Sidibe jɛkulu minnu bɛ yen Kader Maïga Ibrahima comment on appelle Kebe Abdou Niang dɔw yɛrɛ kun ko k'u t'a kɔrɔfɛ u tilara k'a fɔ k'a ma ɲi k'a fɔ bi an ni ninnu bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan an k'a fɔ ko accord nin a ma ɲi maliden bɛɛ ka wuli an k'a fɔ ko accord nin a ma ɲi fanga min filɛ anw na n'an ma wuli k'o kɛ u bɛ jamana in ci ka taa donc an ka sɔn o ma n'an wulila k'a fɔ accord ma ɲi malidenw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye accord in tɛ appliqué il faut k'o kɛ fanga tagabolo ye donc fanga cɛ ni musow de sɔrɔ minnu bɛ se k'o kuma lase diɲɛ mɔgɔ ma mali mago b'o de la depuis kunun n'a y'a ye ko gɛlɛyalen bɛ mali kɔnɔ an tɛ k'o de mɔgɔ sɔrɔ maintenant n'u sɔrɔ hali sini a bɛ se ka bilen de mais a bɛ ɲɛnabɔ donc k'a fɔ dɔrɔn an mago b'o mɔgɔ de la
Donc bien an kana ɲɔgɔn fara an kana ɲɔgɔn lagosi o kama an mago bɛ bɛɛ la o kɛlɛ la k'a ɲini maliyɛnw fɛ sariya tigɛli o wagati bɛ na o tɛgɛ da la sariya de b'o baara kɛ min ye tiɲɛni kɛ k'o yira ani ɲaɲini min ka kan k'o da o kan mais an ɲɛ b'a la pour que sariya de kana boli Mali la u k'o ko loi d'entente nationale kuma bɛɛ tɛ se k'a fɔ yɔrɔnin kelen n tɛna kuma ja kosɛbɛ b'a dɔn buga bɛ kan kɔnɔ n hakili la faamuya sɔrɔ an ka kuma in na bon yɔrɔnin kelen fɛnɛ ɲɛ b'a la kumaw kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka Alpha tun bɛna projet référendum min kɛ mɔgɔ caman bɛ ka sisan ta a n'o de kɛɲɛ ɲɔgɔn na mais o tɛ kelen ye ATT b'a kɛ wagati min Alpha b'a kɛ wagati min accord d'Alger tun tɛ yen mais bi ni référendum kɛra projet kelen bɛ accord d'Alger de don u bɛna o de lawaleya donc u tɛ kelen ye u kana maliyɛnw hakili suɲɛ n'o yɔrɔ ye n bɛ fɛ k'o fɔ dɔrɔn entre parenthèses ka mɔgɔw sɔmi jira donc ka kuma bila yan nɔ ani caman tulo ma jɔ la. Ok, merci beaucoup Yamoudou. Donc, on sait à l'heure actuelle, il y a des accords au Mali. Il n'y a pas que l'accord d'Alger, il y a des accords au Mali. Je tiens quand même à donner cette information et faire un rappel par rapport à ce qui s'est passé, notamment dans la zone de Nyono, notamment l'accord de Farabougou, qui a été signé entre le gouvernement, les djihadistes, et la population de la zone de Nyono. C'est pas que Farabougou. Bon, on ne sait pas comment ces gens vivent aujourd'hui sous cet accord qui consiste quand même à appliquer 4 formes de loi sur le territoire de Nyono. Tout récemment, la semaine dernière, le ministre de la Réconciliation est sorti devant tous les membres du CNT en disant cela, que celui qui veut qu'il soit jugé par la loi islamique, donc peut le faire. Celui qui veut qu'il soit jugé par la loi de l'État peut le faire. Celui qui veut qu'il soit jugé par la loi traditionnelle, il peut le faire. Donc ça veut dire tout simplement que l'État a démissionné. On ne peut plus, donc vous gérez vos affaires comme vous voulez. Donc alors que tout le monde sait aujourd'hui, cette population est sous la domination des djihadistes. Ça veut dire que tout simplement, ce sont ces gens qui priment. Si on donne la possibilité aux djihadistes d'appliquer leur loi, qui est la charia, moi je pense que les Maliens doivent se poser des questions. Donc parce que déjà c'est à Farabougou, c'est dans la zone de Nyono, et bientôt je sais très bien que ça va arriver à Bamako. Parce que tous les soulèvements de grande ampleur donc, ont commencé à Bamako. Mais aujourd'hui, les Bamakois se sont tués sur cette affaire. Bon, je ne comprends pas pourquoi, mais il est quand même intéressant de rappeler ici. J'aimerais juste dire que l'une des raisons pour lesquelles les Bamakois se sont tués, il y en a qui ont accepté que ça rentre dans leur cerveau, ces phrases de Issa Kaoudim qui dit « les politiciens de 1991, c'est eux qui ont détruit le Mali, etc. » Comme Yamoudi l'a dit de façon moins violente. En réalité, il y a des Maliens qui ont accepté ça. Et au Mali, on est beaucoup dans des positions de principe. Par principe, j'ai dit que je soutiens Ibeka. Quoi qu'il arrive, je suis derrière lui. En Bambara, on lui dit, mais ça a fait. Et de la même manière, il y a des gens qui ont applaudi les militaires. Aujourd'hui, ils ne peuvent rien citer de positif qui soit arrivé au Mali, mais ils sont dans la posture. Et cette posture-là, je pense qu'il n'y a que les médias à travers l'éducation, à travers l'explication des choses qui peuvent les aider à se défaire de cette posture. Parce que la vérité, c'est ça en fait. Les gens sont dans la posture. Il n'y a pas de factuel. On ne déteste personne avec des éléments factuels. On n'aime personne avec des éléments factuels. On est dans la posture, soit parce que c'est un Keïta, peut-être qu'on vient du même village, peut-être que c'est le mari de ma tante, peut-être que... Voilà. Donc, on est dans la posture. Voilà, effectivement. Donc, on est dans cette situation. Si on veut combattre les accords, il faut combattre tous les accords, principalement l'accord d'Alger et plus les petits accords quand même qui ont été signés entre les villageois. Hein. Le cas de Farabougou a été médiatisé, heureusement pour le village, mais quand même, il y a beaucoup de villageois qui vivent dans cette situation, à la fois sous la loi islamique, sous la loi des autorités traditionnelles et sous la loi de l'État. Bon, je dirais même pas l'État a disparu dans ces territoires. Donc, c'est notre façon de dire que l'État ne peut plus. Donc, vous faites votre justice et vous vivez comme vous voulez. Nous, on s'en occupe pas. Donc, quand même, ceci met fin à ce numéro de Je voulais, avant que tu éteignes les lumières,
avoir une pensée pour Maître Sidibé, Mahmoud Sidibé, Oui. qui a été d'un grand apport dans la compréhension de cet accord d'Alger-là. Et il a été empêché ces derniers temps. Et je voudrais quand même, voilà, en ma qualité de rédacteur en chef, remercier infiniment Maître Sidibé. Et j'ai hâte qu'il revienne pour les prochains termes que tu vas aborder à l'école. Il faut pas. J'allais dire, ça ne serait pas le dernier numéro sur l'accord. On va faire une émission de conclusion sur l'ensemble des parties prochainement, oui. Bon, on sait pas Donc, j'espère que Maître Sidibé sera là, oui. Ok. Voilà. Donc, Maître Sidibé sera là, j'espère. Donc, on va faire prochainement une dernière émission de conclusion. On va faire une forme de révision de tout ce qu'on a vu, parler, faire une forme de synthèse de tout ce qu'on a vu, et pour que les gens puissent comprendre. Parce que même s'il faut encore, si c'est nécessaire, on pourra revenir sur les grands thèmes de cet accord. C'est très important parce qu'il est temps que les Maliens comprennent. Parce que le temps de la compréhension, quand même, là, ça dépasse à un moment donné. Parce que quand on regarde la performance du gouvernement actuel sur l'application de cet accord, il y a quand même des questions à se poser. Moi, je dirais tout simplement, on ne peut pas informer la population malienne sur cet accord de manière... on peut pas se fatiguer de les informer. Hein. C'est un devoir pour tout un Malien parce qu'aujourd'hui, si les idées de cet accord sont appliquées, ça veut dire tout simplement on aura des Mali parmi un Mali. Donc, on ne pourra plus penser comme un Mali de façon collective. C'est ce qui est en jeu. Donc, on ne pourra pas quand même laisser cette lutte comme ça tant qu'on ne va pas atteindre notre cible. La cible est que, au moins, que la population comprenne le contenu de cet accord du jour, pour les prochains jours, qu'on puisse quand même se battre pour ces éléments. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de cet accord, mais qui n'ont pas lit intégralement ce document ou qui n'ont pas compris le contenu de ce document. Pour comprendre le contenu de ce document, il faut être proche de l'histoire du Mali, il faut être proche de la réalité socio-culturelle de ce pays pour pouvoir bien cerner le contenu de ce document et le mal que ce document peut apporter à la population malienne et ainsi qu'à ses valeurs sociétales et économiques. Donc, le projet, c'est ça. Donc, même s'il faut, on va revenir sur des grands thèmes pour que les gens puissent comprendre. Mais quand même, il y aura une émission de conclusion sur les parties qu'on a vues pour donner la parole à tout un chacun de nous, M. Bourgeot, Yamoudou Keita, Maître Sidibé, pour qu'ils puissent dire leur analyse de conclusion sur l'accord d'Alger. Donc, je ne vais pas vous retenir très longtemps, il fait un peu tard. Donc, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro qui sera la partie conclusion sur l'accord d'Alger. Et on va faire un sondage auprès de nos auditeurs s'il faut revenir sur des parties. Et vous pouvez en profiter maintenant. Hein. Donc, dites-nous ce que vous n'avez pas compris dans l'accord. C'est sur quoi vous voulez qu'on revienne pour que on puisse vous donner des explications complémentaires sur les différentes parties. Pourquoi tu ne ferais pas une antenne libre où vous êtes là? Celui qui veut poser sa question en français, il la pose. Celui qui veut poser sa question en bamanakan, il la pose. Et vous répondez. Après, justement, après l'émission bilan, faire une émission, même des émissions libres antennes, se dire, voilà, tous les mardis, venez poser vos questions sur l'accord d'Alger. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Ou si j'ai appris qu'il y a ça, concrètement, quelle implication ça va avoir sur notre vie? Ça, à mon avis, ça pourrait accélérer la compréhension aussi des choses. Bon, il y a ça aussi. Bon, je voudrais aussi soumettre une idée. Je la soumets auprès de vous et à tous les auditeurs. Donc, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de mettre en place un forum virtuel, parce qu'on a les moyens aujourd'hui, un forum virtuel où on va donner la parole à tout le monde par rapport aux éléments qu'on a discutés ici dans l'émission et aux éléments qui sont dans l'accord. Donc, comme ça, chacun aura la possibilité, parce que dans ce cas, on ne sera pas contraint par la notion de temps, même s'il faut prendre un samedi, toute la journée ou quelques heures pour en parler librement, un forum virtuel pour que les gens puissent comprendre en profondeur, pour qu'on échange entre nous, pour que les gens puissent comprendre vraiment le contenu de ce document. Mais cela n'empêche encore qu'on fasse ce que tu viens de dire. Mais pour aller plus loin, il faut ce genre de forum. Parce que si vous regardez, ce genre de forums ont été faits au Mali aujourd'hui. Quand on regarde l'accord de Nyono ou l'accord de Farabougou, donc c'est une émanation d'un forum qu'on a organisé à Nyono qui a donné naissance à cet accord de Farabougou. Parce qu'à un moment donné, on a regroupé un certain nombre de chefs religieux et de chefs coutumiers à Nyono
pour parler de la paix et pour aboutir à la paix dans cette zone. Donc, on a mis en place, on a décrété cet accord de Farabougou qui quand même donne le pouvoir aux djihadistes. Donc, je propose cela, peut-être on peut formaliser après et on en discute avec les auditeurs. Hein. Vous pouvez mettre en commentaire tout ce que vous voulez ressortir comme élément et s'il faut mettre en place ce forum virtuel pour qu'on puisse comprendre ensemble le contenu de cet accord, pour qu'on puisse être armé vis-à-vis des personnes qu'on combat avec ces idées qui va sur le principe de la séparation du Mali et de la division du Mali. Donc, sur ce, je ne vais pas vous retenir très longtemps. On va travailler sur ce projet et très prochainement, on va essayer de mettre en place cet espace de discussion, bien sûr, avec des gens qui ont analysé l'accord dans cette émission et avec d'autres Maliens pour qu'on échange entre nous. Voilà. Et donc, je pense que on va mettre fin à ce numéro et on se donne pour le prochain numéro. Et ce prochain numéro sera consacré à la partie conclusion sur la relecture et la lecture de l'accord d'Alger à travers l'émission à l'école. Je tiens à vous remercier, vous trois, et une pensée à Maître Sidibé. Et on lui dit bon courage dans ses activités et on se donne rendez-vous prochainement sur le numéro conclusion à l'école sur l'accord d'Alger. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci, déjà. Merci beaucoup. Merci. Merci.